Bonsoir, c'est la main de Plantu que vous venez de voir là au vidéographe. Ce soir donc, vous avez vu la régie de notre studio pour notre émission Les Pirates de l'Hertz, avec Georges Filiou, secrétaire d'État chargé des techniques de la communication, des représentants des télés, des radios privées et des radios d'État. Le dossier a été préparé par Michel Fisbin, avec au vidéographe Plantu. Bonsoir Plantu. Ah, bon. Non, il n'y a pas Godard qui aurait eu certainement des choses à dire ce soir s'il avait été là. Et alors, pour les émissions en projet, il n'y aura pas Solers non plus, les médecines douces pour très bientôt, le fisc pour très bientôt aussi, une émission avec les médiateurs, je dis les parce qu'il y a le médiateur de l'État et d'autres médiateurs, et une émission avec le ministère de la Culture. Et vous pouvez nous écrire pour les questions à poser, à droit de réponse, l'esprit de contradiction, 36 rue des Alouettes. Et attention, ça fait des années que je donne un faux code, 75 935 Paris CEDEX 19. J'ai mis 3 ans à m'apercevoir que sur le courrier de la SFP, c'est pas 75 019 Paris, ça nous arrive quand même. Il y a même du courrier qui nous arrive, droit de réponse France, et qui nous est arrivé de l'étranger. Merci les postiers. Donc voilà pour notre adresse. Et je voudrais signaler pour... les droits de réponse, si vous voulez, que nous avons reçu beaucoup de courriers au sujet des notaires, et notamment la revue VIP de la revue du Conseil supérieur du notariat. Alors je suis un peu étonné par les réactions des notaires qui nous disent que nous avons utilisé le mensonge et la calomnie. Et surtout, c'est eux qui usent du mensonge et de la calomnie, je suis désolé, car ils nous disent que nous avons manipulé à notre profit les caméras et les micros. Un peu plus loin, on dit carrément, et là je trouve que c'est diffamatoire pour les ingénieurs du son qui sont ici, on dit comme par enchantement le droit de réponse est estompé, il apparaît nettement que certains micros sont coupés, d'autres amplifiés. Désolé messieurs, ce n'est pas comme ça que nous travaillons, les gens s'en apercevraient sur le plateau. Et il y avait autant d'invités des notaires que d'invités de ceux qui étaient contre eux. Et un peu plus loin, dans un autre article, M. Dumoulin dit « Les micros sont trafiqués, on ne fait les essais de voix que pour les gens qui vont accuser, car il est essentiel qu'ils puissent s'exprimer plus fort que les autres. » Je crois que c'est tout de même un petit peu gros, messieurs, comme méthode de critique. On dit un peu plus loin d'ailleurs que de 5 millions de personnes que l'émission retient à 10h30, il en reste à peine 10% à minuit. Je ne sais pas où M. Dumoulin va chercher ça. Je suis désolé de dire, je ne suis pas là pour faire la publicité de l'émission, mais puisqu'on dit un petit peu n'importe quoi dans la presse, et que M. Jean Ferré dans le Figaro Magazine n'hésite pas lui aussi à dire n'importe quoi, mais ça il le fait toutes les semaines, pour dire que la télévision socialo-communiste est absolument d'une sottise et d'une totale. Et alors il dit droit de réponse qui est relégué maintenant en fin de soirée, sans audience. Et que Pollack se survit en empapaoutant des mouches usées qui n'intéressent même plus la presse de gauche. Alors monsieur, je suis désolé, mais il y a, je vous le rappelle, une audience record pour l'émission qu'aucune autre chaîne n'obtient à cette heure-là, et même à minuit un quart pour les notaires. Nous avions 13% d'audience, ce qui représente plus de 5 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire le même nombre qu'il y avait au démarrage à 22 h. Ça, la presse n'en parle pas. Lorsque vive la crise, tout le monde signale les taux d'audience, mais on oublie de dire que les taux d'audience de droit de réponse vont en augmentant régulièrement. Je suis bien obligé de le dire, vu ce genre de critique. Je ne parle pas aussi de le côté bouche à oreille qui est tout à fait étrange, et je le dis tout de suite pour désamorcer, mais par exemple certains notaires ont dit dans un dîner qu'on avait beaucoup de casseroles et qu'on allait sortir des dossiers sur moi. Il paraîtrait que j'aurais fondé avec la télévision française une SARL de 35 millions de, je sais pas, de nouveaux ou d'anciens francs. Alors voilà, je suis tout à fait désolé, mais j'offre une caisse de champagne, ou même 3 caisses de champagne au notaire qui pourra me trouver cette mirifique SARL que j'aurais fondée. Et comme certains disent, vous pouvez sortir les comptes, je les ai sortis dès la première émission, j'ai dit combien je gagnais, mais comme aucun de mes confrères n'a repris ce chiffre et n'a cité combien il gagnait, je redirai combien je gagne quand tout le monde le dira.
c'est tout. Moi, je l'ai fait le 12 décembre 81 quand j'ai fait ma première émission. Je croyais que les mœurs allaient changer, que la transparence allait exister. Mais il n'y a que moi qui l'ai dit, alors je ne vais pas recommencer. Et puis alors, sur cette émission des notaires, je voudrais tout de même dire qu'il y a eu un clerc de notaire sur le plateau qui nous a demandé, à travers son avocat, à travers le nôtre, de lui accorder un petit droit de réponse. Bon, nous le faisons d'ailleurs uniquement par gentillesse, car ce n'est pas un droit de réponse légal. Alors voilà ce texte. Dans notre émission sur les notaires, diffusée le 26 janvier dernier, nous avons indiqué à propos de l'affaire Delarue qu'un clerc de notaire, d'ailleurs présent sur le plateau, M. Brassard, avait été mêlé à cette affaire, ayant été sollicité pour être prête-nom dans une transaction immobilière. M. Brassard confirme qu'il n'a pas été mêlé à l'affaire Delarue et qu'il n'est intervenu que dans la revente par une des sociétés qui avait acquis une partie des biens du domaine de Villarceau vendus en adjudication au tribunal de Pontoise, non en qualité de prête-nom, mais en vertu d'un mandat conféré par les statuts. Voilà. Alors les grands spécialistes en droit auront compris les nuances. Il y a un avocat sur le plateau, M. Martin. Vous avez compris la nuance, M. Martin? Pas du tout, mais c'est certainement l'objet du droit de réponse. Bien, voilà. Enfin, cela dit, l'incident est clos. Nous n'y reviendrons pas. Je signale aussi que quelqu'un a pris la défense de Cavana, que Georges Arnaud avait attaqué à propos de son attitude face à Bukowski à apostrophe. Alors, comme je n'avais pas vu l'émission et que je n'ai pas réagi, eh bien, Madame Vonnie-Prat vient au secours de Cavana, dont acte. Eh bien, maintenant, voici les revues de presse des trois pirates de l'Hertz de ce soir, Cabu, Lou et Ciné. Dimanche, congrès du Parti communiste français. Juquin plaide pour un parti rénové. Là, tu seras bien. Il y a tout ce qu'il faut pour rénover. 25e congrès. Marchais a été malgré tout réélu. C'était moi ou Althusser? Lundi, pyramide du Louvre. L'architecte aujourd'hui chez Mitterrand. Alors? Quoi de neuf? Marchais, il n'y a pas de coupeur de tête au PC. Mais il y a des casse-couilles. Hôtel des Monnaies. La sous-directrice volait les pièces rares. Il n'y a rien de plus facile. Hop! Mardi, le FLNKS à l'école du FLN algérien. C'est marrant. Moi, j'aurais titré les caldoches à l'école des pieds noirs. Un bateau de la marine de guerre belge perd une bombe flottante. Pourvu qu'elle ne heurte pas nos sous-marins une fois. Mercredi, Amsterdam, premier congrès mondial des prostituées. Coucher les damnés de la terre. Accusé d'avoir participé à des tortures pendant la guerre d'Algérie, le président du Front National s'inscrit en faux contre ces affirmations. Il me déçoit. Je vais pas voter pour une lavette. Massu. Ils n'ont pas été terriblement torturés puisqu'ils se portent très bien. C'est vrai. Il se porte très bien. Jeudi, mort du fils de Hitler. Selon un historien allemand, Jean-Marie Loret était l'enfant français du Führer. Tiens, il s'appelait Jean-Marie? Hitler était ton père, avait dit sa mère à Jean-Marie Loret, qui vient de mourir à 66 ans. Je croyais que c'était la grande citrouille. IFOP, Mitterrand progresse, plus 2%. Ça sera juste, mais je m'en tirerai. Vendredi, des astronomes allemands auraient découvert une nouvelle radiogalaxie. Plusieurs millions d'Iraniens se sont rassemblés hier à Téhéran pour célébrer le 7e anniversaire de la révolution islamique. Sous l'œil des mollahs, ni vainqueurs ni vaincus, seulement des morts. À la semaine prochaine.
Bonsoir, voilà. Et bien moi je voudrais quand même vous citer un livre que j'ai reçu ce matin, je me suis précipité dessus. Alors vraiment c'est un livre que je recommande. Alors j'aimerais tellement qu'il devienne un best-seller grâce à Droit de réponse, parce que ce serait formidable qu'avant Duras, qu'avant Solers, qu'avant Bernard-Henri Lévy, ce livre soit un best-seller. Il est de Roger-Henri Guérand, il s'appelle Les lieux, histoire des commodités. Les commodités en question, comme vous pouvez le voir, eh bien c'est l'histoire des WC. Mais ça a l'air de rien, mais c'est un livre d'un historien très sérieux, il y a des illustrations superbes. Et on apprend tout depuis l'Antiquité jusqu'à notre époque sur ce lieu absolument capital sur lequel Vespasien d'ailleurs a des droits abusifs, car on apprend que ce n'est pas du tout Vespasien, il s'est contenté de les taxer, c'est pas lui qui les a inventés. Alors il y a des très belles illustrations d'édicules, et en plus le texte est d'une grande drôlerie, d'une grande intelligence, ce serait fantastique qu'il soit sur la liste des best-sellers. Avouez, Les lieux, histoire des commodités aux éditions de la Découverte. Je vous raconterai d'autres anecdotes tirées de ce livre dans une prochaine émission, puisque ce soir il n'y a pas un rapport évident entre notre sujet et celui-ci. Étant le même thème, je vous signale que Georges Vigarello, sur l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge, publie Le propre et le sale aux éditions du Seuil, et c'est aussi un livre très intéressant. On apprend entre autres que pendant un temps, on ne se lavait pas, on s'essuyait avec des linges secs. On n'avait pas l'idée de se laver. On apprend des tas de choses dans ces deux livres. Voilà, je vous en reparlerai certainement dans une prochaine émission, de même que du livre de Pierre Desproges, Dictionnaire superflu aux éditions Virgule au Seuil. On ne présente pas Desproges, bien sûr. Alors, nous commençons l'émission tout de suite. Et je voudrais commencer tout de suite par un petit droit de réponse entre Jean-Claude Dauphin et Daniel Guichard. Car vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, il y a eu aux alentours de, je vois l'article date de décembre 84, donc la manifestation en faveur d'énergie a dû avoir lieu à peu près à cette époque-là. Oui, c'est les environs du 7 ou 8 décembre. 7 ou 8 décembre, il y a eu 100 000 personnes dans la rue pour protester contre la soi-disant interdiction de énergie. Ah, c'est pas une soi-disant interdiction quand même. Hein, alors, parce que Daniel Guichard... La presse écrite et la télévision ont bien annoncé 2-3 jours avant que les 6 radios autorisées à Paris allaient être saisies. Moi, je suis d'autant plus libre d'en parler, c'est que ma radio, je suis toujours pirate dessus, alors donc c'est pas grave. Car vous êtes président de Radio Bocal. Il n'y a pas de président dans les radios, mais en fait, j'anime Radio Bocal, oui. Vous animez. Vous en êtes quoi, le directeur, l'animateur? Je suis le fondateur, je suis le responsable pénal, ce qui m'a valu d'être inculpé d'ailleurs pour ça. Ah, vous êtes inculpé pour faire une radio oui, depuis pirate? le mois de juin, oui. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est inculpé, qu'est-ce qui se passe alors? Oh, bah, c'est pas grave, on va voir des juges qui vous disent que vous n'avez pas le droit de fonctionner au bout de X lettres recommandées envoyées par les différents services. Ouais. Et puis on vous dit que vous êtes inculpé. Alors, moi, ce qui m'arrangerait, c'est qu'on me mette un contrôle judiciaire, ce qui me permettrait d'aller un peu me reposer derrière les barreaux. Ah tiens, ouais. Ça ferait de la pub. Ça ferait beaucoup de pub. Alors, donc quand il y a eu cette manifestation qui était en réalité parce qu'un certain nombre de radios à Paris émettaient à une puissance supérieure à celle qui était autorisée, il y avait des suspensions prévues, notamment pour énergie. Suspension non, ne veut pas dire interdiction. Et pour reprendre la chronologie, l'avis qui a été donné par la presse, par la radio et la télévision et la presse écrite, c'était avis de saisie, c'était pas une suspension. Ah, et devant l'ampleur des événements, 3-4 jours... Vous étiez parmi les suspendus, Namia, à 95. La suspension est venue quelques jours après. Bien, on va le préciser. Mais alors, à partir de là, Jean-Claude Dauphin a écrit un article dans Le Matin, et il vous a pris à partie, et avec une belle plume d'ailleurs. Jean-Claude Dauphin est comédien, mais il manie bien la plume. Et vous avez cité les paroles de Daniel Guichard. Vous voulez les reciter de mémoire ou vous voulez que je le dise? Bah, recitez-le parce que je rappelle. La syntaxe, c'est assez savoureux, oui. Ouais, alors il vous a mis en style scénographique. Hein. Voilà ce qu'il a dit. Ouais, ce que je veux dire moi, c'est que c'est très grave tout ça. Je veux dire que c'est vachement important qu'on soit là. Et puis il faut y rester parce que je ne sais pas s'ils vont venir cette nuit ou demain. Mais il faut faire gaffe parce qu'ils vont sûrement venir à 6 h du matin quand on sera parti dormir. C'est ça leur truc, tu comprends. Alors il ne faut pas lâcher, il ne faut surtout pas les laisser faire. Parce que tous ces mecs du gouvernement, si on leur laisse faire ça, après vous verrez ce qui va se passer, ça ne va pas s'arrêter là. Je veux dire, c'est vachement grave, il ne faut pas se tromper. Ici maintenant, c'est comme à Varsovie ou au Chili. Vous avez dit ça? Oui, mais je vous dis, la syntaxe est assez savoureuse. Ouais. Mis à part ça, le fait est sans aller dans le sens de la gravité de la Pologne et du Chili avec les armées, les chars d'assaut, il y a un côté très insidieux. Et le côté insidieux, c'est d'autoriser et d'interdire après. Et ça fait penser étrangement à un syndicat qu'on a autorisé en 81.
Et on a fait tout ce qu'il fallait pour que, très peu de temps après, il n'existe plus. C'est aussi le principe du Chili, quand on autorise une espèce d'approche de libéralisme et de démocratie, mais avec interdiction de défiler dans la rue, interdiction de faire des grèves, et on fait tout ce qu'il faut pour que ça redevienne comme avant. C'est ça le problème. C'est dans cet esprit-là que c'était dit. Alors, Jean-Martin, Jean-Martin dit c'est pas possible d'effacer. Non mais on obtient son permis de conduire Jean-Martin, et qu'on brûle un feu rouge avocat. et qu'on écrase quelqu'un, même sans écraser, qu'on brûle un ou deux feux rouges, Ouais. on peut avoir son permis de conduire suspendu. Et on ne trouve pas que c'est une atteinte à la liberté, au contraire, c'est une protection pour le piéton qui risque d'être écrasé. Alors il ne faut pas comparer le Chili, une autorisation d'émettre avec une suspension d'émettre parce qu'on n'a pas respecté la loi, au Chili ou à la Pologne. Vous êtes en train de Ou à faire et à une espèce l'interdiction d'un d'amalgame. syndicat, ça n'est pas Vous faites une raisonnable. espèce d'amalgame dans la chronologie des choses. Mais parce que l'amalgame, la il est de quel chronologie des côté? Du côté choses- Non, du Chili, de la Pologne et de la Excusez-moi, libération des ondes, pardonnez-moi, ou quoi mais je vous dis, c'est une question d'état d'esprit insidieux. Parce que la chronologie des choses, c'est d'abord on saisit, et après la réaction qui s'est passée par Énergie, mais il n'y avait pas qu'Énergie, hein, il y avait d'autres radios qui ont réagi. Il y a eu beaucoup de monde dans la rue, et de saisie, c'est devenu suspension. Ce qui est déjà presque plus logique, parce qu'il y a des infractions techniques. Il n'y a pas de commission au niveau de la technique qui s'occupe de ça. Et de saisie qui n'a jamais été appliquée, on est rentré dans les faits avec des accords passés avec TDF. C'est complètement différent. Vous mélangez tout en disant ce qui s'est passé au dernier moment. C'est au début que c'est important. Au début, c'était la saisie. C'était la suspension. La saisie. Il n'y a jamais eu le mot, il y a eu jamais le mot. J'ai jamais eu le mot prononcé. saisie. Jamais, il y a eu le mot Alors, on suspension. prendra, si vous Georges voulez, je Filiou, sortirai y les coupures de a-t-il- presse avant. Alors écoutez, monsieur le ministre quand même, Georges Filiou. Écoutez, je dis après Martin, mais de la Oui. manière la plus catégorique, la plus officielle et la plus définitive, qu'il n'a jamais été question d'interdiction d'énergie, après des mois et des mois au cours desquels les services compétents, la haute autorité de la communication audiovisuelle, les voies judiciaires ont fait connaître à Énergie qu'on demandait simplement une chose, c'est que Énergie se mette sur sa fréquence et respecte les conditions de son autorisation, et en particulier les conditions de puissance, alors que Énergie à l'époque émettait avec une puissance 80 fois supérieure à celle qui était autorisée, c'est-à-dire écrasant tout le monde autour. Et puis là-dessus, après des mois et des mois de patience et de recommandations, la haute autorité, en application des dispositions de la loi, a prononcé une mesure de suspension de 30 jours, de manière que Énergie se mette en règle au terme de ce délai et qu'après ces 30 jours de suspension, elle puisse reprendre ses émissions. Voilà exactement comment les choses se sont passées. D'ailleurs, fort heureusement, depuis, ça s'est arrangé. Les dirigeants d'Énergie ont compris qu'il était normal qu'ils respectent, comme tout le monde, les lois de la République, et Énergie a continué d'émettre et émet aujourd'hui avec un émetteur TDF dans des conditions régulières qui ont fait l'objet d'une confirmation de l'autorisation de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle. Ils sont quand même au-dessus des Je normes édictées au départ. Mais les choses sont maintenant régularisées Oui. entre Énergie, TDF, Télédiffusion de France, c'est-à-dire l'organisme qui assure la Oui. police des ondes, et d'autre part la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, c'est-à-dire que les choses sont rentrées dans l'ordre, les dirigeants d'Énergie se satisfont de cette solution, les auditeurs de cette station ont ce qu'on appelle un confort d'écoute convenable, parfaitement. Par conséquent, tout va bien, et je n'imagine pas un instant qu'on puisse comparer ce genre d'incident mineur à ce qui se passe, hélas, au Chili, en Pologne ou ailleurs. Oui, Je répète ce que j'ai dit, c'est Oui. une question d'état d'esprit, et ce n'est pas heureusement pour nous en France, on est quand même libre. On n'a pas de chars d'assaut, on n'a pas d'armée qui nous contrôle. Mais dans l'état d'esprit, c'est le côté insidieux des choses qui commencent par des toutes petites choses comme ça. Et si on les laisse passer, après, il n'y a plus de liberté. Parce qu'en fait, TDF, c'est bien d'avoir la technologie de TDF, mais de toute façon, il y a une simple manette qui commandera le jour où on pourra les faire arrêter. Et Ouais, ça, mais on le sait. Daniel Guichard. Pourquoi sur ce plateau, il n'y a pas d'autres radios ? Il n'y a pas Radio Libertaire, il n'y a pas Radio Solidarité, il n'y a pas des radios aussi qui ne veulent pas fonctionner sur le principe de TDF. C'est simplement ceux qui ont refusé. Bon, il y en a, il y a Le confort d'écoute 1200 radios. Vous savez, Vous le pouvez confort les d'écoute n'a inviter pas toutes. changé, la puissance est la même. Je signale simplement que nous avons invité Radio Solidarité qui a refusé, Radio Alouette qui a refusé. Enfin, les 5 radios qui étaient citées Dans par ces cas-là- minute ont été invitées, elles ont refusé toutes les 5, parce que Radio Solidarité, se présentant comme une radio de la résistance clandestine contre un État qui l'écrase, ne peut pas accepter de venir sur l'émission. Sinon, ils auraient l'air effectivement d'avoir dit des mensonges à longueur de journée. Ils étaient invités, ils ne sont pas venus. Alors, je voudrais que... Non, mais attendez, Jean-Claude Dauphin, quand même, parce que vous avez répondu vertement à Daniel Guichard. Je voudrais que vous répétiez ce que vous avez dit. Et à titre, et je terminerai, je vais le laisser parler après, Ouais. c'est à titre indicatif, j'avais demandé un droit de réponse à Guy Claes 3 jours après dans le matin, qui m'a été refusé d'ailleurs. Alors je suis très heureux d'être là pour pouvoir en parler.
Bon, eh ben, tout ça rentre. Alors, allez-y Jean-Claude Dauphin. Oui, non, je maintiens quand même que c'était des propos assez scandaleux et que même continuer à développer cet argument ici ce soir en disant que c'est le début de quelque chose de pernicieux, c'est soupçonner des gens comme Monsieur Filiou, comme les gens qui sont en charge des responsabilités en France, d'ici quelques mois ou quelques années, de passer au char d'assaut et à envoyer des polices secrètes pour assassiner des directeurs de radio clandestines, je ne sais pas, enfin des Popielusco de la FM. Je trouve ça tout à fait scandaleux. J'espère, Daniel Guichard, que si un jour vous allez au Chili dans un stade, ce sera pour y chanter ou pour y assister à une partie de football. J'ai dit tout le reste dans cet article, c'est-à-dire qu'effectivement ces stations ne respectaient pas un certain nombre de règles, qu'il était normal que les pouvoirs publics prennent des mesures qui étaient tout à fait tièdes, parce qu'il y a eu effectivement une suspension qui a été prononcée, mais qui n'est jamais rentrée dans les faits, que vous avez joué cette nuit-là sur le plateau de Énergie à Fort-Alamo, c'est-à-dire la police va arriver, enfin créant une espèce de climat d'état de siège, la police va être là, etc. Enfin, jouer avec comme ça, créer une peur complètement artificielle en la comparant à ce qui se passe au Chili et à Varsovie, je le répète, c'est tout à fait scandaleux pour les véritables martyrs qui existent bel et bien dans ces pays, et surtout en plus pour une question d'émission de radio qui, bon, c'est de la musique, c'est la plus belle des radios, c'est pas sérieux, c'est vraiment absolument, je trouve ça indécent et regrettable. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Énergie et toutes les radios libres, et j'avais dit ça aussi dans mon article, avant 1980, elles n'existaient pas. Et puis maintenant, elles existent bel et bien. Elles n'avaient pas la publicité, elles l'ont souhaité, elles l'ont eu. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent choisir la subvention ou choisir la voix des sponsors, etc. Donc tout ça s'est développé dans un climat de liberté auquel il n'y a absolument rien à redire. Alors simplement, je voudrais quand même dire, parce que j'ai appris que Énergie a de l'humour, parce que j'avais écrit dans mon article, vous n'êtes vraiment pas gentil avec Monsieur Filiou, plutôt que de le traîner en place de l'hôtel de ville comme une espèce de Pinochet ou de Jaruzelski des ondes. Vous pourriez avoir un geste aimable pour lui et lui envoyer, par exemple, quelques nœuds papillons dont il semble raffoler. Eh bien, il paraît que Énergie lui a envoyé un très beau nœud papillon depuis, avec Énergie. Vous confirmez cette nouvelle? Je peux dire un mot, voilà. Ce que je voudrais dire aussi, pour terminer, enfin, en faisant un peu d'humour, c'est que cette manifestation de Énergie était quand même très grave, puisqu'elle a marqué une rupture très importante dans la gauche, peut-être plus importante que le départ des ministres communistes, puisque Dalida, n'est-ce pas, était juchée sur le camion et a rompu avec le gouvernement. Et c'était effectivement très triste. Je crois que ça s'est ramolli plusieurs fois avec le gouvernement. Merci, Jean-Claude Dauphin. Guichard, pour terminer là-dessus. Une chose qui est très grave, parce que effectivement le titre était Énergie-Noce, et c'était Guichard qui était roulé dans la farine. Et... Non, pas seulement Guichard. Non, essentiellement. Vous ne l'aviez pas volé avec ce que vous aviez dit. Non, j'ai pas dit, j'ai dit Énergie-Noce, j'ai dit ça aussi avec quand même. J'ai dit, je vous fais une suggestion, vous pourrez vous mettre un badge avec Énergie-Noce. Mais c'est pas ça qui est très grave, c'est que vous parlez de liberté, bon effectivement il y a des libertés, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure sur les autorisations pour certaines radios et les refus pour d'autres, malgré les démarches officielles. Mais il y a une chose qui était importante, vous citiez d'ailleurs dans votre tribune, et qui était plus importante que votre façon de me rouler dans la farine, c'était de parler des avions, parce que le rapport entre les radios FM et les avions. Et il est apparu 2-3 jours plus tard, d'ailleurs, que le syndicat national des pilotes de ligne a réfuté la chose. Bien que techniquement, effectivement, il arrive que quelquefois il y ait des harmoniques qui perturbent un peu les ILS d'avion. Mais c'était grave parce que c'était ça la première des conditions. Et effectivement, si ça avait été le cas, je pense que ça aurait été grave. Mais on pense que les techniciens n'auraient pas laissé passer 2 ans avant de se manifester pour la perturbation au niveau des avions. Et c'est très souvent des civistes qui bricolent un peu leurs appareils qui perturbent en bout de piste. Sur ce point, je reconnais, mais je resterai toujours et je maintiendrai l'état d'esprit. Il faut, quand on autorise, on autorise, quand on interdit, on interdit, et le reste n'est qu'une question de technique. Mais ils n'ont pas interdit, c'était pas une interdiction. Georges Filiou, sur ce point, la preuve, c'est qu'Énergie sur l'histoire de la navigation aérienne, il faut quand même prendre cette affaire au sérieux. Je ne doute pas de la bonne foi de Daniel Guichard. Peut-être qu'en effet, ce n'était pas Énergie qui a troublé les relations entre la tour de contrôle d'Orly et un appareil en procédure d'atterrissage. Mais moi, je peux vous dire que j'ai reçu des plaintes, des rapports précis
de plusieurs tours de contrôle, c'est-à-dire des organismes officiels de navigation aérienne concernant plusieurs aéroports français qui ont été victimes, c'est indéniable, qui ont été victimes de difficultés de communication au moment des procédures d'atterrissage. Et ce qui est grave, c'est que comme ces émissions sont en général de faible puissance, ça n'est pas quand l'avion est encore assez haut que la perturbation se commence, c'est quand il est presque à terre. Et au moment où, dans certaines conditions d'atterrissage, il est important de pouvoir avoir un guidage complètement assuré. Alors bon, on n'a jamais, en effet, tiré un parti démagogique de ce genre d'affaires pour demander que raison soit gardée de la part des stations autorisées à émettre. Mais enfin, qui peut prendre, sérieusement, qui peut prendre la responsabilité de ne pas intervenir à partir du moment où une radio quelconque, ne respectant pas les règles, ou quelquefois d'ailleurs, simplement parce que son émetteur est mal réglé, c'est en effet ce qu'on appelle dans le langage technique les harmoniques, et chaque fois, je peux vous le dire, chaque fois qu'une affaire comme celle-ci nous a été signalée par la gendarmerie ou par les services de la navigation aérienne, aussitôt les autorités locales sont intervenues, en général les préfets, et je dois dire que dans le quart d'heure, ces émissions se sont arrêtées. Mais quand même, on comprend bien qu'il ne serait pas responsable de prendre le moindre risque à l'égard de dizaines ou quasiment de centaines de vies humaines quand un avion atterrit. La liberté de communiquer est une chose, et je peux dire que tout ce qu'on a fait témoigne qu'on en reconnaît l'importance, mais il y a aussi quand même un minimum de règles qui doivent être respectées par tout le monde. Alors, Robert Namias a demandé la parole depuis un long moment. Vous représentez 95.2, une station qui, au départ, nous a été présentée comme une radio locale d'Europe 1 et qui, aujourd'hui, serait indépendante. Vous nous direz ça tout à l'heure. Je vous dirai ça tout à l'heure, elle l'est complètement, en effet. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que nous avons été suspendus aussi. Donc, il y a une autre radio suspendue ici. Et on l'a été pendant 15 jours. Et moi, effectivement, je n'ai pas appelé à manifester, à descendre dans la rue. Je n'ai pas voulu céder, c'est vrai, à ce qui m'est apparu un peu comme une hystérie collective complètement déplacée. Bon, cela étant, moi ce qui me frappe dans un débat de ce type, c'est qu'on est quand même excessif de part et d'autre. Quand M. Martin ou Georges Filiou disent « on écrase », alors comme on écrase, on suspend, c'est pas vrai. Les radios n'écrasent personne, c'est pas vrai. Et moi j'ai vu le dossier de 95 ans, je ne parle pas des autres, je ne les connais pas. En fait, c'est un dossier qui a été monté de toutes pièces, c'est un faux procès et on n'écrase absolument personne. D'ailleurs, on ne m'a donné aucune radio que l'on écrasait. Deuxièmement, l'aviation. C'est très intéressant l'affaire de l'aviation civile, car en réalité, les radios qui ont été suspendues l'ont été en fonction effectivement de gêne à l'aviation civile. Or, aucune des radios qui n'a été suspendue n'a gêné en quoi que ce soit, à aucun moment, aucun vol concernant l'aviation civile. Jamais. Moi, dans mon dossier de suspension, on me reproche de gêner l'aviation civile. Écoutez, on va laisser tomber l'aviation civile, parce que moi, je suis un auditeur de radio, Jean-Claude Dauphin aussi, et le problème, c'est les auditeurs qui sont gênés par l'anarchie des radios libres. Il n'y a pas l'anarchie, c'est faux, il n'y a pas l'anarchie. Voilà, moi je continue, je réponds à Georges Filiou. On écoutait très bien France Musique et France Culture avant que vous naissiez. J'écoute toujours France Musique. Eh ben, je suis désolé, il y a des tas de quartiers de Paris où on n'entend rien du tout. Je réponds, dans ce cas c'est vrai qu'à Paris, monsieur Cruzol. Eh ben oui, mais c'est vrai à Lyon, c'est vrai à Marseille, c'est vrai dans ce cas Georges Filiou, moi je suis désolé, j'écoute pas les radios libres, j'écoute France Musique et France Culture. Je suis désolé, vous me perturbez avec vos émissions anarchiques. Écoutez, moi sur mon tuner, ça ne perturbe rien, alors je vais vous offrir mon tuner. Et puis ça marchera vous avez déjà essayé de circuler dans Paris avec une radio? Ça fonctionne très bien. Et vous trouvez que ça fonctionne bien? Vous êtes le seul, vous avez acheté un appareil spécial avec une antenne de 15 mètres. Il marche pas très bien, au contraire, il faut une petite antenne. N'importe qui peut faire l'expérience. Il y a une loi à faire respecter. Si on respecte la loi, si on respecte les règlements techniques de TDF, normalement, on doit arriver à ce que France Musique et France Culture ne soient pas brouillés. Cette loi, il faut la faire respecter. Ça, vous demandez à votre interlocuteur qui est juste à côté de moi. Pourquoi cette loi n'est pas faite? C'est autre chose. Mais il ne faut pas prendre des prétextes complètement absurdes comme transformer les gens qui font de la radio locale en des types de DCA. Enfin, ça n'a rien à voir. Leur truc, c'est pas de descendre des avions. Écoutez, on va pas. Ça, faut quand même. Pas de problème. Non, mais c'est un peu sérieux de ce côté-là. On laisse tomber les avions. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, ni de pilote. Ne laissez pas trop tomber les avions quand même, c'est dangereux. Alors revenons au confort de l'auditeur moyen. Non, revenons à ce qu'a dit Georges Filiou, parce que c'est important. Il a dit à propos d'énergie, finalement maintenant tout est rentré dans l'ordre, ils ont signé avec TDF, tout va bien. Bon. Or, moi j'écoute Énergie, je suis ravi pour eux d'ailleurs, mais Énergie n'a pas changé d'un iota sa puissance. Pas d'un iota. Changer de fréquence. Ah bah d'accord, ils n'ont pas... Alors, attention, moi je n'ai été suspendu que pour les puissances. Ils ont toujours 80 fois leur puissance alors. À l'écoute, à l'oreille, ils n'ont pas changé d'un iota leur puissance. Or, Georges Filiou dit, maintenant tout est rentré dans l'ordre, ils ont signé avec TDF. Car tel est bien le problème. Tel est bien le problème. On a suspendu des radios pour qu'elles signent avec TDF. Et effectivement, moi je n'ai pas appelé à manifester, mais je n'ai pas encore signé avec TDF, car je considère que les propositions de TDF mettent en cause la liberté des radios.
Georges Filiou, c'est très technique, ça. Non, 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 c'est pas technique du tout. Le TDF est un établissement public. En effet, des choses compliquées. Non, c'est pas compliqué. Il n'est pas question de forcer qui que ce soit à signer avec TDF. Il est question que les radios régulièrement autorisées émettent sur la fréquence qui leur a été accordée et avec une puissance rayonnée qui ne trouble pas l'audition. Parce qu'après tout, il est important d'avoir le droit d'émettre. Il est important aussi de le respecter, comme le disait Michel Pollack, le droit de l'auditeur. Car on devrait tous se guider là-dessus. Car on a bien le droit d'écouter France Musique, France Culture et d'écouter 95.2 Énergie, mais que celui qui a choisi d'écouter une station puisse l'entendre dans des conditions convenables. Bon, premièrement. Alors, sans entrer dans des complications, le problème du droit et le problème de la liberté, quand vous êtes chez vous et que le voisin de palier fait marcher sa radio ou sa télévision trop fort, il a bien le droit d'écouter la radio ou la télévision. Mais vous, si vous allez écouter une autre ou si vous avez envie de dormir, vous avez bien le droit de lui dire « baissez un petit peu le bouton du poste de manière à ne pas me troubler ». Je prendrai un autre exemple, c'est qu'il y a les aspirateurs. Chacun a bien une fois dans sa vie eu affaire à un aspirateur qui fait des interférences. Ah bah, Eh bien, alors, si on dit, est-ce qu'on a le droit d'avoir un aspirateur qui gêne tout un immeuble, ou bien est-ce qu'il est normal qu'il y ait une réglementation qui dise il faut que les aspirateur soient antiparasités? Sauf qu'il faudrait que ça s'applique à tout le monde aussi. Monsieur Sigonio. Il faudrait que la réglementation s'applique à tout le monde. La situation sur Paris, c'est que la situation, elle est restée à pourrir. Les pouvoirs publics, systématiquement, devant la commission Galabert, les avis qui ont été donnés, ni la haute autorité a suivi, ni au niveau des pouvoirs publics, quand il y a eu des retraits d'autorisation qui sont passés dans le journal officiel, pourquoi les pouvoirs publics ne sont pas intervenus? Fallait envoyer les CRS? Pourquoi chercher le compromis? La loi n'est pas appliquée en France, ici. Non, mais est-ce que la loi n'est pas justice appliquée? ne peut pas intervenir? C'est vrai que la loi n'est pas Écoutez, appliquée pour tout le monde. Alors c'est là où nous avons quand même un dossier qui est assez obscur et assez incompréhensible, parce que nous avons reçu des lettres de gens qui se plaignent comme ça d'être des victimes. Il y a par exemple la Radio Campus, je ne connais pas Radio Campus, elle est à Villeneuve d'Ascq, et elle est en ce moment Brouillée par ambiance, oui. brouillée par une radio ambiance qui n'a pas d'existence légale, alors que Radio Campus date de 1969. Françoise Folliard, vous êtes de quelle année, vous? 77. 77, vous voyez qu'il y a plus vieux que vous, Ah vous oui, êtes à Nantes. Eh bien, Radio Campus est en ce moment complètement brouillée par une radio. Elle a gagné devant la justice et puis rien ne se passe. C'est-à-dire que qui est-ce qui doit appliquer la loi là? Eh bien, ça va se faire. Ça Mais vous ne pouvez pas en même temps dire il est dommage qu'on prononce des suspensions pour des radios qui ont été accordées. Et ensuite, l'instant d'après, dire il est dommage que la loi ne s'applique pas dans toute sa rigueur. Ah mais moi, Georges Filiou, ce serait plutôt de ceux qui veulent que la loi soit appliquée, parce que cette anarchie des ondes m'exaspère. Alors, ça c'est le service public. Mais enfin, s'il y a une anarchie des ondes, ça fonctionne très bien. Je ne suis ni procureur de la République, ni juge d'instruction. Il y a une loi qui prévoit un certain nombre de délits. Quand un délit est commis, non-respect de l'autorisation, brouillage par une radio pirate, eh bien, il y a des plaintes qui sont déposées par les intéressés, le cas échéant par la puissance publique. Il y a des condamnations qui sont prononcées, qui s'appliquent. Voilà. Eh bien, si cette situation à Villeneuve d'Ascq, de Radio Campus, dont j'ai entendu parler, en effet, ça fait l'objet d'une procédure qui a duré quelque temps devant les tribunaux du Nord, et bien naturellement que la sanction devra être appliquée. Il en ira de même pour d'autres radios qui émettent sans autorisation ou en dehors de l'autorisation accordée. Certaines radios meurent et d'autres vivent et se font plein d'argent. C'est ça le problème. Vous tuez les bonnes radios en ne faisant pas appliquer la loi. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois avant, vous continuez à le faire. Voilà. Alors, Jean-Martin, qui a déjà été testé. Oui. Il y a un certain nombre de radios, notamment sous l'impulsion du syndicat national des télévisions et radios locales, qui est pour un certain ordre sur les ondes, un certain nombre de radios qui ont été poursuivies pour émissions illégales. Oui. Et les tribunaux ont décidé que ces émissions devaient cesser. Et le petit truc que je voulais vous proposer, et pour tous ceux qui voudraient agir, parce que je crois que le bon ordre est nécessaire pour la liberté, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la liberté de chacun, c'est aussi le droit pour les autres. Et que porter atteinte aux droits des autres, ça n'est pas pouvoir revendiquer la liberté de soi. C'est de demander au tribunal de condamner la radio qui émet en dehors du cadre légal à payer par jour de retard, c'est-à-dire si la radio ne cesse pas d'émettre, de payer 2 000, 3 000 francs d'amende par jour de retard. Et croyez-moi, en quelques jours, dans ce cas-là, elle cesse. Et il n'y a pas besoin d'envoyer les CRS. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les décisions de justice ne sont pas respectées, sauf quand il faut payer. Eh bien, si c'est le seul moyen, il n'y a qu'à le faire rester. Mais ce n'est pas évident. Alors attendez, quel est l'avis d'une radio de Bordeaux? Alors quel est votre avis, Claude Fouchier, Radio 100?
Oui, ce n'est pas évident du tout parce que les gens qui se prêtent... Vous êtes en règle, vous? Oui, tout à fait, nous sommes légalistes. Les gens qui se prêtent à ça et les radios qui se prêtent à ça, bon, n'ont aucun scrupule. Ce sont des associations, vous savez que sur le plan juridique, les associations, alors Maître Martin peut en parler, plus ça va donc moi. Les gars et toutes les petites radios qui s'amusent à ce genre de jeu recommenceront le lendemain sous une autre appellation. Enfin, je veux dire, moi je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Françoise Folléa, oui. Une radio non autorisée, bon, pour des motifs divers, mais qui tient aussi à la manière dont la loi a été inappliquée ou inapplicable jusqu'à l'été 84. Une radio a été donc condamnée après beaucoup de temps passé à brouiller d'autres radios autorisées, celle-là sur la place de Nantes. Eh bien, le procès a eu lieu, les papiers sont sortis dans la presse, tant d'amendes par jour, je n'ai plus souvenir du chiffre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette radio a déménagé 3 jours après sur la fréquence d'une radio qui avait un avis favorable et avec qui est en train de se conclure un accord amiable, et cela faisant l'objet d'une pleine page de publicité dans un journal gratuit que je ne citerai pas parce qu'il ne nous sponsorise pas, bien sûr. C'est retrouver toute l'équipe de telle radio sur la fréquence, etc. Et en reprenant le logo de Monsieur Namias, puisqu'on s'était arrangé pour avoir la même fréquence. Oui, nous l'avons vu, ça. C'est une usurpation. C'est une usurpation. Oui, nous avons la publicité. Daniel Guichard. Je voudrais parler, puisqu'effectivement, Maître Martin parlait des radios non autorisées, non légales, et il me regardait bien dans l'axe pour pas que je perde un mot de ce qu'il me disait. Je suis effectivement illégal, bien qu'ayant fait toutes les démarches depuis début 1982 pour être conforme au dossier. Les dossiers ont été remplis, les conditions... c'est quand même pas le Chili, vous êtes sur le plateau, vous n'avez pas de menottes. Non, mais illégal, c'est un terme comme inculpé, je ne suis pas en prison. Hein. Donc tout a été fait dans les règles en 82, je ne sais plus quelle était la commission de l'époque, je crois que c'était Olo, Galabert, il y a une commission qui l'a regardé, refusé, et une deuxième récemment a eu le même... c'est la même qui a changé de président, bon, d'accord. Et une deuxième a fait exactement eu la même réaction, et effectivement, être radio illégale en France, c'est sympathique, sauf que la chose essentielle qu'on me reprochait, c'est de faire de la promotion de mes disques, puisque je fais de la chanson française 24 heures sur 24. On est malheureusement à Paris 2 seules radios à faire du français, il y a Radio Montmartre et nous-mêmes, et on n'est pas 15 radios en France à avoir le courage de se faire traiter de réac, de facho et de ringard parce qu'on fait que du français. Il y a des radios qui font de la variété américaine, il y a des radios qui font de la politique et de l'information. On vous a pas traité de réac et de facho parce que vous bien sûr, ah non, mais cher monsieur Pollack, j'ai quand même eu ces qualificatifs dans la presse. Parce que faire du français 24 heures sur 24 et vouloir le faire que ça, c'est quand même un petit peu gênant. Jusqu'à preuve du contraire. Mais non, enfin, personne ne peut reprocher une chose pareille. Mais si, Qui mais je sais pas, moi. Ah non, mais ne parlez pas de rumeur. Ah, Daniel Guichard, vous faites comme pour moi, là. Il a une SARL. Ah, on m'a traité de réac, mais vous dites pas qui. Alors, mais qui? On vous a traité, mais qui? Je sais que mon camarade Sevran m'avait joyeusement marqué que j'étais toujours avec mes thèses réac parce que j'étais toujours... vos thèses réac, mais on vous a personne. Enfin, non, mais pas d'un point de vue politique. Non, mais c'est grave ce que vous dites. Parce que vous sous-entendez qu'il y aurait quelqu'un en France d'assez dingue pour vous traiter de réac et de facho parce que vous passez la chanson française. C'est un sous-entendu que je trouve inadmissible. Parce que où ça a été dit, où ça n'a pas été dit, ça a été dit, il y a un crétin quelque part. Mais qui sait? Non, mais qui sait? Dites-le. Mais je vous ai dit... Eh ben, voyez, vous faites de la rumeur. C'est exactement. Non, mais je vous ai dit Sevran dans un papier. C'est de la rumeur, mon vieux. Mais c'est pas de la rumeur. Vous me posez un problème, je vous réponds. Je vous dis. Non, vous me dites, on dit. Non, mais c'est une appellation que j'ai eue et c'est une appellation que j'ai vue. C'est dans, je crois, c'est dans Libé, un article de Sevran à propos de Guichard, bon, de la chanson française. J'attends que Libé m'appelle. Non, mais c'est pas grave. Et c'est sans importance parce que c'est un état d'esprit. C'est grave. C'est grave de dire que Libé aurait pu vous traiter de facho et de règle parce que vous passez la chanson française. Je voudrais savoir si c'est vrai. Si vous ne me laissez pas parler, ça va être difficile. Bon, alors expliquez-moi. Les thèses qui ont toujours été défendues pour empêcher le droit de fonctionner, ça a été qu'effectivement c'était une autopromotion. Ce qui est d'ailleurs faux. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, si je peux avoir la vraie version, ça serait bien. Michel Pollack. Non, mais monsieur Filiou, je suis obligé de vous laisser la parole dans une seconde et je vais vous donner un détail très important. J'ai vu il n'y a pas très longtemps Madame Michel Cotta, à qui j'avais expliqué effectivement que j'avais fait toutes mes démarches. Je ne suis pas là pour défendre ma cause, hein, mais j'avais fait toutes mes démarches. Et elle me dit, mais vous ne devriez pas être pirate. Alors, donnez-moi votre dossier. Et très bizarrement, très peu de temps après, il y avait toujours les avis négatifs sans qu'on me donne d'explication.
Alors, c'est vrai qu'on me la donne. Moi, je tiens quand même... Ça, c'est grave. Ça, c'est plus grave. C'est très grave, car Ah en oui, droit français, Martin. surtout en matière de liberté de communication, mais de toute liberté, il ne devrait jamais y avoir Petit dessin pour une Guichard. décision, qu'elle soit d'ailleurs de refus ou d'acceptation, non motivée. Ça, c'est une atteinte aux libertés si c'est le cas. C'est le cas. Et toute décision devrait être motivée. Effectivement, Georges Filiou, je ne sais pas comment fonctionne. Avec la haute autorité, ça c'est vrai. Cruzol. On anticipe un peu sur le débat sur les télés parce qu'on va en reparler de la haute autorité. Et c'est vrai qu'on a reçu, je crois que les participants ici qui ont travaillé avec les radios locales ont reçu des dizaines d'appels depuis que c'est paru dans la presse, notre participation à cette émission, de radios qui nous disent mais on ne comprend pas, vous ne pouvez pas dire ça, on ne comprend pas, on écrit à la haute autorité, on essaie de téléphoner, on essaie d'avoir quelqu'un, on n'a personne. Hier j'ai eu encore une radio de Toulouse qui s'appelle Radio Méga, une radio des Sables d'Olonne. Il y a des tas de radios qui sont dans ce cas-là, qui essaient d'avoir des explications, de dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et c'est le coup de téléphone qu'on soit sans arrêt. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on nous dise définitivement oui c'est ça qui est bien ou non, là vous êtes dans le mauvais chemin et vous n'aurez pas votre autorisation. Attendez, parce que vous êtes à la commission Galabert. Il faut savoir quand même qu'il y a entre 400 et 500 stations de radio en France qui ont reçu un avis favorable de la commission Galabert, qui attendent dans les placards de la haute autorité une autorisation. Et pourquoi Pourquoi on se heurte à un mur du silence de la part de la haute autorité et de la part des pouvoirs publics. Ils se renvoient la balle, on joue au ping-pong. Mais alors, expliquez-moi d'abord, votre commission Galabert, comment vous donnez des autorisations? Parce que d'après aussi ce qu'on reçoit comme courrier, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi certains ont des autorisations et pas d'autres. Pourquoi Guichard, par exemple, il est pirate, et, vous lui avez refusé une autorisation? Non, le problème de Paris est excessivement complexe. On a examiné un peu plus de 150 dossiers sur la région parisienne. Il y a eu des avis qui ont été donnés. Et il est certain que sur la situation sur Paris, le politique a beaucoup joué. On est dans une position où c'est la loi du plus fort. La loi n'a jamais été appliquée, c'est la loi du plus fort qui est appliquée actuellement. C'est absolument Il n'y a qu'à voir Énergie. Non, Énergie n'a pas à refuser leur groupement avec Métropolis. Ça a même été plus loin, je peux vous le dire. Maintenant, Énergie a continué avec la puissance qu'il voulait. Solidarité a continué avec la puissance qu'il voulait. Radio Classique a continué avec la puissance qu'il voulait. Moi, j'étais une station autorisée. Moi, je l'écoute et j'entends pas, c'est pas assez sauf qu'ils ont été changés de fréquence. Ça a été fait à la mesure des gens. Ça a été fait à la mesure des gens en fonction du poids qu'ils avaient, du poids politique qu'ils avaient. Vous parlez de radio alors ça, c'est grave ce qu'il dit. C'est grave ce que vous dites là. C'est grave, mais c'est tout à fait inexact. Georges Filiou, Radio Solidarité, on ne peut pas dire que ça soit une... J'allais dire, votre exemple est bien mal choisi pour votre démonstration, parce que vous venez de parler de Radio Solidarité, dont chacun sait bien que c'est une radio qui se revendique elle-même comme la radio de la résistance de l'opposition. C'est non seulement la droite, c'est l'extrême droite. Mais non, personne ne comprend rien. Ce que je veux dire, sur une fréquence donnée. Les fréquences ont été changées au journal officiel de façon à ce que Solidarité soit qui émettait sur une fréquence illégale, émette sur une fréquence légale. Vous trouvez ça normal? Radio Solidarité, radio déclarée d'opposition, a reçu une autorisation, émet dans des conditions convenables et se satisfait de la situation qui lui est faite. Et je ne vois pas, s'il y avait des raisons politiques, qu'elles aillent dans ce sens. Bon, premièrement. Deuxièmement, la procédure. Personne ne va ni rien comprendre à ce qu'on est en train de, ce dont nous sommes en train de parler. Personne ne comprend rien. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi il y a des radios une commission consultative qui est, vous en témoignez, aussi représentative que possible, puisqu'il siègent les représentants des fédérations de radio autorisées ou demanderesses, les représentants des administrations compétentes, les représentants, alors politiques pour le coup, puisqu'il y a des sénateurs et des députés qui sont élus à professionnels, c'est-à-dire droite et gauche, puis des professionnels représentant la presse, de manière que cette commission soit faite pour que tous les avis des corps puissent être donnés. Ensuite, la haute autorité, la commission consultative, vous parliez des noms, M. Hollot en était le président dans un premier temps, puis c'est M. Galabert qui lui a succédé quand Hollot est devenu président de FR3. La commission étudie les dossiers, les transmet à la haute autorité, et c'est la haute autorité et elle seule qui prononce les décisions définitives. Autorise ou n'autorise pas. Alors, un seul point. Sur la région parisienne, tout le monde sait bien qu'il y a 4 fois plus de demandes qu'il n'a été possible de donner d'autorisation. Le chiffre précis aujourd'hui, 148 autorisations ont été données par la haute autorité à 148 associations ou sociétés pour l'exploitation de 75 fréquences dans l'ensemble de la région parisienne, dont 22 à Paris. Si on avait eu 80 au lieu de 75, si on avait eu 30 à Paris au lieu de 22, la haute autorité aurait donné la totalité des autorisations possibles. Mais là, on se retrouve dans ce phénomène de rareté. Moi, je vous demande pardon, mais si dans une région donnée, on ne peut pas admettre plus de 22 fréquences, il n'appartient à personne d'en donner davantage. Je dirais qu'il faut s'adresser au bon Dieu, car
le gouvernement, aussi large d'esprit qu'il soit, celui auquel j'appartiens, ne peut pas réaliser l'impossible. Alors, Georges Filiot, on va attaquer un autre point. Je voudrais demander à Sigogno et ensuite à Radio Chip de nous expliquer. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas très bien non plus. Là, nous n'avons pas toujours très bien compris sur quels critères la haute autorité sélectionne. Mais, Sigogno, vous étiez, vous, dans une radio, vous aviez un petit bout de fréquence. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? On vous l'a... C'est-à-dire le problème, comme Georges Filiot l'a bien expliqué, c'est qu'il y avait beaucoup de dossiers sur Paris. Donc on nous a obligés à nous regrouper sur les peu de fréquences qu'il y avait, même s'il y en avait d'autres de disponibles, on s'est rendu compte de ça par la suite. Donc j'ai été regroupé avec 4 autres partenaires. Il se trouve que ces 4 autres partenaires ont vendu leur fréquence à Robert Hersan pour faire Radio Digital, la radio de Robert Hersan. Alors moi j'ai posé la question au pouvoir public et à la haute autorité, qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas vendre ma part de fréquence à Robert Hersan, donc qu'est-ce que je fais? J'ai pas eu de réponse. Bon, mais alors, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Oui. Paris, c'est de la vente et de l'achat de fréquences en permanence. La province aussi. Et la province aussi, c'est partout pareil. Et la haute autorité dit, je ne sais rien, je n'ai pas de preuves, etc. Europe numéro 1 qui émet sur 89 FM. Ils transmettent les bulletins d'information. Selon les derniers décrets d'application de la loi, c'est interdit de transmettre les bulletins d'information d'une autre station. Pourquoi ça se passe sur Europe 1? Ça se passe pour Sud Radio dans le sud de la France, ça se passe pour RMC dans le sud-est de la France, ça se passe partout. On a Libération qui rachète une fréquence sur Paris. On va en reparler, je crois que Chip Radio est là pour en parler. On a un certain nombre de cas à Paris où c'est le laisser-faire. On laisse acheter les fréquences. On a Jacques Séguéla qui est là, qui représente RSCG. Ils ont racheté une fréquence avec UGC sur Paris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a rien? Est-ce que c'est la loi du plus fort qui décide en France de la mise en place des stations de radio? C'est ça qu'il faudrait avoir comme réponse de la part de Georges Filiot. L'autorité donne des autorisations à des associations, Georges Filiot. Bon, on approuve Sigogno. Et puis un jour, qu'est-ce qui arrive? C'est une affaire de droit privé à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est la société ou l'association qui doit en effet régler ses problèmes à l'intérieur d'elle-même. Mais l'autorisation, en effet, est accordée à une personne morale. Si les gens qui ont constitué ensemble cette personne morale ne s'entendent plus ensemble, c'est aux tribunaux civils qui doivent... ce sont les tribunaux civils qui doivent régler les problèmes. Derrière vous, il y a un écriteau faux, Cruzol, vous dites que c'est faux. Alors, non, il y a une loi, je suis désolé, je n'ai pas rédigé la loi, je n'ai pas défendu devant le Parlement comme le ministre, et cette loi, elle est bien précise sur le financement des radios locales privées. Et que notamment, il y a un exemple en ce moment sur Paris, c'est que Philippe Aki Hachette, on va en reparler aussi sur la télévision tout à l'heure, a pris des financements dans 2 radios locales privées. Alors ça, il est marqué en toutes lettres dans la loi que c'est absolument interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il appartient aux associés ou aux membres de l'association titulaire de l'autorisation de régler un problème qui n'est pas un problème de droit public. On ne va pas se substituer à l'État pour l'application de la loi. C'est pas notre rôle, chacun son boulot. Écoutez, vous maniez un peu légèrement le terme de loi. La loi est faite par le Parlement. Et quand un justiciable considère que la loi n'a pas été appliquée et qu'il se trouve lésé, c'est pas le gouvernement qui doit régler le litige. C'est comme ça depuis la monarchie absolue. On se retourne devant la justice et on porte plainte. Mais il arrive que le ministre, la chancellerie demande au parquet d'instruire une affaire. Lorsqu'il y a des infractions de nature à troubler l'ordre public, en effet, c'est le parquet qui peut poursuivre à son initiative. Oui. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de relations de droit privé, eh bien, il appartient aux gens qui ne sont plus d'accord entre eux de demander aux tribunaux de commerce ou au tribunal civil qu'ils règlent le problème et qu'ils disent le droit. Mais en aucun cas, il n'appartient au gouvernement de se substituer à la justice. Enfin, c'est quand même depuis Montesquieu, la règle de séparation des pouvoirs que nous n'allons pas transgresser. Même si c'est la Sofirat qui enfreint la loi. Sofirat, société financière de radiodiffusion, qui émet sur plusieurs fréquences. Sud Radio a racheté plusieurs fréquences. On transmet les bulletins d'information de Sud Radio, c'est illégal, c'est quand même l'État. Europe numéro 1 qui a repris 89... L'État est propriétaire à 55%, je crois. Là, sur Paris 89 FM, il y en a les bulletins d'information d'Europe numéro 1, c'est la Sofirat encore une fois. RMC dans le sud de la France émet illégalement sur 8 fréquences. Il y en a 6 qui ont été attribuées à la principauté de monégasque pour RMC. Il y en a encore 3 qui sont complètement illégales. En plus, avant que la publicité soit autorisée, le RMC retransmettait les bulletins, les programmes grandes ondes avec la publicité. Alors Jean-Martin, c'est quand même l'État, ça. C'est pas à nous d'intervenir et de porter plainte. Vous étiez sur l'émission de Robert Hersan, Jean-Martin. Qu'est-ce que vous pensez de cette mainmise sur les radios associatives par des gros groupes financiers? Oui, je voudrais répondre au problème qui est posé, parce qu'effectivement c'est la stratégie Hersan, mais ça n'est pas le seul à faire ça. Le problème qui est posé est à 2 niveaux, et je crois que M. Filiot a répondu au premier niveau, à savoir que s'il y a des désaccords entre les associés, ces associés possèdent tous les éléments et toutes les preuves, éventuellement pour engager des actions nécessaires.
Il est évident que s'ils sont minoritaires, si une majorité s'est exprimée dans le cadre de l'association pour décider d'une autre orientation, de trouver de nouveaux partenaires, dans ce cas-là, eh bien, c'est l'affaire des associés éventuellement de déposer une plainte devant le tribunal et d'agir en justice pour ça. Ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est le premier niveau. Il y a le deuxième niveau tout de même qu'on ne peut pas négliger, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un en France qui est chargé, au terme de la loi, c'est l'article 4 de la loi de 82, voté pour la libération des espaces de communication, c'est la haute autorité. La haute autorité a donc une responsabilité, un devoir de faire appliquer cette loi. Alors je crois que le problème de fond est le suivant, c'est qu'on voit bien qu'elle est débordée. Elle est débordée parce que l'AU a traité 1500 ou 1400 dossiers, a donné 1000 ou 1200 autorisations et qu'au fond, elle ne dispose peut-être pas des moyens suffisants. Alors au fond, il y a une première phase qui est celle de l'organisation de cette liberté pour les cas qui ne posent pas grand problème. En tout cas, le plus vite possible, donner les possibilités d'émettre. J'ai l'impression qu'on va arriver maintenant, et il serait temps de s'y atteler avec fermeté, vigueur, c'est une nécessité, parce que sinon l'abcès va grossir, et puis ça va éclabousser tout le monde. On l'a bien vu quand on a laissé pendant un certain nombre de mois, pour des raisons d'ailleurs que je comprends bien et qui sont un peu empruntées au droit anglo-saxon. On va essayer de persuader NRJ de respecter la loi, on va essayer de persuader les radios qui ne sont pas en situation légale, avant de manier le bâton de la répression. Alors on laisse se gonfler cet abcès, mais il ne faudrait peut-être pas le laisser trop longtemps. Et la haute autorité devrait engager, me semble-t-il, avec les moyens nécessaires, si elle n'en dispose pas aujourd'hui, en personnel, en moyens financiers, et là peut-être que le gouvernement devrait faire aussi le nécessaire pour lui donner les moyens, de pouvoir engager cette deuxième phase de mise en ordre de ces ondes, parce que manifestement... avec M. Martin, c'est fabuleux. Non, mais écoutez, la répression pour moi... L'émission sur la liberté, mais depuis le début, c'est l'appel à la répression. Mais écoutez, Lamia, la liberté pour moi, c'est l'ordre. Parce que sinon, la liberté de certains contre la liberté des autres et le droit des autres, ça n'est pas la liberté. C'est très clair. Je veux dire que quand les associés... Moi, j'ai été aux États-Unis faire un stage pour... j'ai eu droit à une bourse pour aller étudier la radio et la télévision dans les années 50. Bon, et j'ai ramené un énorme rapport qui n'a naturellement servi à rien, comme tous les rapports, et où j'ai parlé de la situation aux États-Unis. Quand on a créé les premières radios aux États-Unis, dans les années 1920, c'était le Far West. C'est-à-dire, c'était celui qui émettait plus fort que l'autre, et c'était vraiment la guerre. C'était le Far West, et celui qui allait gagner sur le voisin. Qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de quelques temps, les États-Unis? Ils ont créé la FCC, la Federal Communication Commission. Bon. Et eux ont eu des moyens que la haute autorité n'a visiblement pas, car très, très rapidement, ils ont édicté un certain nombre de lois sur les puissances d'émission, sur le contenu des programmes, et à partir de là, la police a fait respecter la loi, et très très vite, aux États-Unis, ça a très bien fonctionné. Il y a eu des milliers de stations de radio. Enfin, c'est pas la répression aux États-Unis. Les puissances d'émission n'ont aucune commune mesure avec les puissances françaises. Avec les radios américaines à New York qui émettent 170 kg de puissance. Oui, mais enfin, écoutez, il y a des milliers de stations aux États-Unis. Il a bien fallu créer une commission. Et cette commission, elle a appliqué la loi et la police est venue la faire appliquer. À condition que la loi soit applicable. Tout le problème. Là, c'est le problème de fond. On fait du pointillisme juridique. Le problème est de savoir si la loi est applicable ou pas. Bah, toute loi est applicable du moment qu'elle n'est pas trop absurde. La preuve, c'est qu'elle a changé quand même un certain nombre de fois. Ouais, elle a changé. La première n'était pas en tout cas. La première ne l'était pas. Alors, Jacques Séguéla n'a pas encore parlé. Je voudrais dire combien je suis triste de participer à ce débat technico-juridique. Oui, on va l'abandonner. Alors que je pensais qu'on allait à la grande fête de la liberté et de la créativité. Nous n'avons parlé que structure et pas programme. Parfaitement d'accord. Voilà. On n'a pas dit que les radios libres avaient inventé une nouvelle radio. On n'a pas encore dit que ce qui était formidable, c'est que les vieux classiques, les radios de papa, les RTL, les Europe et les autres, tout d'un coup, elles en avaient pris plein la gueule et qu'elles avaient perdu 30% de leur écoute en simplement 2 ans. Et que demain, elles vont en perdre encore 30%. Et que c'était le fait des jeunes et que c'était le fait de la créativité de ce pays. Et on nous parle que, argutie juridique, monsieur le ministre de la Communication, au lieu de lui demander de communiquer avec nous, on lui demande de répréhender avec nous. Arrêtons et parlons créativité. Alors, nous allons y venir au contenu. Et avant d'en venir au contenu, un dernier témoignage. C'est Cheap Radio, parce que nous avions reçu il y a quelques temps, je ne sais plus combien de temps, 2 ans peut-être, sur le plateau de cette émission, une bande de jeunes qui faisaient de la radio et de la télé. Ils sont venus nous filmer pendant l'émission. Oui. Et voilà, Cheap Radio, ils ont eu des problèmes graves. Alors, je vais vous raconter. Alors, Cheap Radio, c'est donc la radio des enfants. En fait, c'est le multimédia des enfants. Minnie Pringle. Oui, je suis rédactrice en chef et fondatrice, j'ai 17 ans.
Et alors Chip Radio, c'est la radio des enfants et qui était sur la fréquence 92.8 Paris. Cette fréquence, il y avait Cité 96 et 2 autres radios. Cité 96 est partie il y a longtemps et les 2 autres radios ont été rachetées par le quotidien Libération. Il restait plus que Libération et Chip Radio sur la fréquence. Et Libération avait absolument besoin des heures qu'avait Chip Radio, qui étaient les heures principaux d'information, c'est-à-dire de 17h à 19h. On a donc négocié pendant 4 mois avec Libération. On a vu M. Serge July. J'ai ici des propositions qui ont été écrites à la main par l'avocat de M. July, M. Nativi. Et bon, ces propositions, elles étaient inacceptables. On les a toutes refusées. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour nous prendre nos heures, c'était de nous voler l'émetteur. Bravo. Ah, vous avez volé l'émetteur. Alors Bernard Voilà, j'ai Langou, d'ailleurs une déclaration de vol. vous nous avez même dit une chose qui est assez drôle, c'est que un jour vous avez décidé, vous, les jeunes, que c'est une déclaration de C'est vol. mon déclaration de vol de l'émetteur. Ah bah dites donc, carrément. Oui, carrément. Et alors Serge July vous a même pas reçu parce que vous avez voulu y aller, vous, Oui, les voilà, jeunes, parce que vous étiez qu'on responsable. s'est dit, bon, à partir de maintenant, ce sera les jeunes qui négocient. Ouais. Donc j'ai eu un rendez-vous avec M. July, je suis allée le voir, et quand il a réalisé que notre président n'était pas avec moi, il a refusé de me voir. J'ai donc vu M. Antoine Griset pendant 3 quarts d'heure, qui m'a donné une proposition qui était... C'est pas parce qu'on est mineur qu'on n'a pas le droit à la parole quand même, M. July. Alors Bernard Langlois, voilà encore un exemple. On parle d'Air100, mais si Libé fait exactement pareil, c'est un peu embêtant, non? Oui, ben on va répondre. Écoutez, il aurait mieux valu que ça soit Julie qui soit là pour défendre le dossier. Mais je constate d'abord qu'effectivement, on présente la rédactrice en chef, qui est une petite jeune fille de 17 ans, mais il y a derrière elle M. Barry, qui est effectivement le président de l'association. Il est à côté de moi, il y a également derrière moi 900 jeunes qui ont moins de 18 ans. Je constate que lui, c'est pas un adolescent, c'est un monsieur qui fait des affaires, ce qui est parfaitement son droit. Bon. Point. Pourquoi vous faisiez des bénéfices? Je pense. Je vous montre à la caméra, j'ai pas l'air d'être un homme d'affaires. Non, ouais. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le mal. Bon, je voudrais vous raconter. Mais non, mais je lui laisse même pas la parole, il n'a même pas le droit de parler. Non, on n'a pas le temps. Bernard, je voudrais raconter ce qui s'est passé. Tout en précisant d'abord que ce n'est pas moi qui menais les négociations, dans la mesure où je suis directeur d'antenne et que je suis arrivé dans une période où les choses étaient déjà très engagées et que je ne suis pas donc responsable de la façon dont ça s'est déroulé, mais je peux vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Historiquement, donc sur 92.8, il y avait effectivement quatre radios autorisées qui étaient Cité 96, Espace 1901, KLOV, qui est une radio qui émettait en anglais, et Chip Radio, qui est effectivement cette radio faite par les jeunes, pour les jeunes, etc. Bien. Là-dessus, Cité 96 décide de s'en aller de son plein gré et part se regrouper je ne sais où avec 89, je crois, c'est ça bon. Espace... Non. Espace 1901, qui était une association qui avait pour vocation de défendre sur les ondes les projets associatifs et qui était chargée de faire de la radio, bien sûr, avait donc un certain nombre d'heures. Et ces heures, elle n'était pas en mesure de les remplir, à la fois pour des raisons financières et pour des raisons techniques. Et elle a demandé, laisse-moi parler, elle a demandé à Libération de prendre en charge ces heures, de lui apporter une assistance sur l'information, etc. Libération qui avait déjà, au préalable, créé une agence sonore qui existait préalablement à tout ça. Bon. Et Radio Libé, alors donc le projet de Radio Libé, attendez. Non, restait deux, KLOV et Chip. Le projet de Libération. Bernard Langlois, il improvise sa réponse car elle nous a appelé aujourd'hui. On n'avait absolument pas prévu cette séquence et Bernard Langlois c'est très bien, on peut s'expliquer, c'est parfait. Le projet de Libération, qui est de faire un groupe multimédia, ce qui paraît tout à fait justifié, parce que si vous voulez, ça part d'une conception du journalisme qui est qu'en 85, le journalisme, ça doit marcher dans tous les sens. Il faut faire de la plume, il faut faire aussi du micro, il faut faire de la télévision, s'il vous plaît, mademoiselle, il faut faire de la télématique. Donc, Radio Libération, Libération essaye de monter tout ça, tout en même temps, ce qui est difficile. Et elle est intéressée évidemment par cette fréquence qui devient libre en partie. Et elle propose aux autres partenaires de faire un projet cohérent et d'ensemble avec eux. Bon, parce qu'il est évident qu'une radio qui est tronçonnée en petits morceaux d'émissions qui n'ont
rien à voir les uns avec les autres. Une émission d'information en langue anglaise, une émission sur les associations, une émission de rock faite par les jeunes, et puis je sais pas quoi encore. Je veux dire, c'est évident que ça peut pas marcher. Donc le projet était négocions avec tous ces gens-là et offrons-leur de faire une radio tous ensemble. Attendez, ça n'a pas marché, je ne suis pas d'accord. Ça a marché avec Kailovi, ça a marché avec Espace 1901 et on a trouvé une troisième association qui avait des problèmes sur la bande FM, qui était les Nanas Radioteuses. Et actuellement, toutes ces associations que je viens de citer sont membres de la société qui a été constituée, de la société commerciale. Tout ça s'est déroulé avec l'accord et sous le contrôle de la haute autorité. Il se trouve qu'avec une de ces associations, ça n'a pas marché, c'est Cheap Radio, et c'est tout. Ouais, mais écoutez Bernard, nous sommes quand même assez choqués parce qu'il faut, quand sont nées toutes ces radios dites libres à l'époque, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on continue de dire radio libre, c'est devenu des radios privées, un point c'est tout. Elles étaient radios libres à l'époque où elles étaient interdites par le gouvernement précédent, il ne faut quand même pas se tromper. Elles sont encore libres. Est-ce que je peux enfin, elles sont libres, enfin Radio Libre, je sais pas, moi, France Culture et Radio Libre aussi. Elles sont même captivantes. Didier Béraud, elles sont captivantes. Bon, mais Bernard Langlois, on était tous à se dire c'est quand même bien, la bande FM, ça va être libéré pour des tas d'associations. Voilà tout d'un coup des jeunes qui font une station de radio. Moi je trouve ça formidable, on les invite parce qu'on trouve ça formidable. Et puis voilà un grand journal, parce que l'IB maintenant c'est un grand journal lyonnais. Allez, qu'est-ce qu'ils font? Ils phagocytent les initiatives individuelles. Moi, ça me choque. C'est le contraire de ce qu'on attendait. Ils essayent de construire un projet de radio cohérent en prenant toutes les associations présentes sur la fréquence et en leur faisant des propositions. Des propositions à la fois financières et des propositions sur le contenu. Je vais y venir, je vais y venir. Très vite les propositions, je vais y venir. On avait proposé... C'est un cas flagrant de rachat de fréquence. C'est un cas flagrant de rachat de fréquence. On avait pas du tout. Il y a une association, il y a actuellement dans la société commerciale des associés et chacune de ces associations qui a voulu jouer le jeu avec qu'est-ce que vous leur avez proposé a un certain nombre de parts. Qu'est-ce que vous leur avez proposé? Sur le plan programmatique, on a proposé à Cheap Radio, et je voudrais bien que Barry démente ça, c'est moi qui lui ai proposé. Je voudrais bien. Je lui ai proposé qu'il garde les 2 heures qu'il avait, c'est-à-dire 17 à 19, peut-être en les décalant un peu plus tôt, de 16 à 18. Pourquoi? Attends, et je lui ai proposé... C'est pas méchant, 16 à 18, c'est quand même pas terrible. Je lui ai proposé... Il y a d'autres points, il y a d'autres points. Je lui ai proposé... Non, mais on va pas passer une heure là-dessus. Je lui ai proposé, puisque là, il s'agit du contenu, je lui ai dit, vous continuez à faire vos 2 heures de musique avec les jeunes, etc. Et comme nous, notre projet est un projet de radio d'information, je lui ai même dit, et tu peux, si tu veux, associer même les jeunes à l'information, c'est-à-dire que pendant les flashs horaires, ce seraient les mômes qui viendraient au micro avec nos journalistes pour faire de l'information. Alors c'est fantastique, c'est fantastique. Écoutez, dans le dernier... Et la réponse a été non, nous on veut rester Cheap Radio tout seul. Eh bien il reste Cheap Radio tout seul, c'est leur problème. Non, c'était pas du tout ça, mais le dernier proposition que m'a fait Antoine Griset personnellement, bon je vais vous lire un petit clause. Lorsqu'un événement de première importance se produira, Espace 1901 rendra compte de cet événement également pendant les programmes de Cheap. Qu'est-ce que c'est qu'un événement de première importance? Je suppose que si par exemple Mitterrand est assassiné au milieu des programmes, on fait un flash spécial. Oui, bon, écoutez, on va en rester là. Je vais vous dire non, on s'arrête. C'est un exemple frappant du phagocytage des petits par les gros, car l'IB est maintenant un gros. Cela dit, peut-être que Cheap fait manque d'un petit peu de souplesse. Vous pourriez peut-être quand même vous adapter un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Petit dessin de... Bon, alors, on passe à la suite. Cruzol. Au milieu de ce débat, se disant technique, pour nous dire, Jacques Séguéla qui vient de lancer, pour nous dire la créativité, les radios, c'est le contenu, la créativité, etc. Jacques Séguéla qui récupère ça de manière fantastique et qui vient de lancer sur Paris une radio, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça s'appelle ITFM, ça ne sont que des choses enregistrées sur le cinéma, que de la pub sur le cinéma et que du hit parade. C'est-à-dire que vraiment 95.2 à côté, c'est la merveille des radios, je veux dire, c'est fantastique. C'est ça, la créativité. Jacques Séguéla, on va passer un extrait. Selon Séguéla, c'est ça. On va passer quelques secondes du clip que vous avez fait pour la publicité de votre nouvelle radio, Jacques Séguéla. Réponse par la pub. On l'attend avec impatience. Voilà, alors, effectivement, voilà le début du clip.
C'est la bande-annonce que vous allez passer où alors, Jacques Séguéla? Dans les cinémas. Dans les cinémas. Cinéma UGC. Dans le cinéma UGC Et en particulier dans les UGC, et gratuitement, puisque UGC est un des actionnaires de cette radio. Alors, voilà, alors il y en a une minute comme ça, mais avouez que c'est un clip qui ressemble à tous les clips. On pourrait mettre une chanson de Sheila là-dessus, ou une chanson de Guichard. Si c'est ça la créativité, si c'est ça ce qu'il faut faire en radio pour être créatif, c'est fantastique. Alors, je voudrais... C'est un robinet musical de plus. Ah bon? Je voudrais Claude expliquer la radio, puisque tout le monde qu'est-ce que vous allez faire dans votre radio? Parce qu'on va revenir maintenant au contenu et on va en parler pour la télé, parce qu'il est temps de parler de la télé. Elle a une forte puissance qu'on entend très bien sur tout Paris en formidable. C'est une radio thématique qui a choisi comme thème la musique et le cinéma. Oui. Et c'est la première radio-service réellement thématique créée. C'est peut-être pour ça que ça perturbe les autres radios privées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de meneur de jeu, le tout est remplacé par un ordinateur qui gagne du temps. Et vive la création. Il ne donne que... mais la création, c'est la musique. Et les informations... La création d'une radio, c'est d'abord la musique, ça me semble. Hein. Vous savez, créer, c'est choisir. Il n'y a rien d'autre que ça. Bon. Et toutes les informations sont quand même données, mais hors antenne, qu'on ne va pas perdre de temps. C'est-à-dire que nous, nos journalistes sont derrière leur téléphone, et tout le monde peut leur téléphoner. C'est la première radio vraiment interactive. Tout le monde peut leur téléphoner. Elles sont évidemment des informations objectives. Répondre en permanence sur les choix des cinémas, les sorties des films, à la limite même s'il y a des queues qui vous attendent pour ces films-là ou pas, et vous donne tous les renseignements. De même qu'il donne tous les renseignements sur la musique qui est passée. Qui accepte de dire, est-ce que vous allez trouver un journaliste qui va dire oui, je suis journaliste indépendant? Mais on peut être journaliste au téléphone. Oui, pourquoi est-ce qu'on serait journaliste à l'antenne? Non, parce qu'attendez, d'après ce que je comprends, Jacques Séguéla, pourquoi occuper une fréquence pour cela? Mais parce que ça tout le monde m'intrigue. il y a 700 000 Minitel. Et là, il y a 5 millions de Parisiens qui peuvent prendre cette radio. Le jour où il y aura le Minitel, peut-être qu'on la supprimera. Enfin, pourquoi vous voulez reprocher une radio qui va de l'avant et qui invente la vraie radio thématique et qui remplace le blabla par les services? Justement pour voir ce que les radios libres... Dessin pour vous. Jacques Séguéla, mais vous avez eu une fréquence, vous n'êtes pas pirate, vous? Non, non. Vous l'avez acheté? Oui, vous avez racheté les fondateurs de la radio, Gonzague Saint-Bry, est venu demander un jour de... ah oui, c'est vrai, il y avait Gonzague Saint-Bry. Il est toujours là. Oui, il est toujours là. Attends, c'est Solaire. Est venu nous demander de muscler, de l'aider à faire sa radio. On l'a fait très volontiers. Mais il est toujours là? Est-ce qu'il en fait toujours partie? Bien entendu. Mais il ne parle pas à l'antenne. Il est vice-président de la radio. Il parle de temps en temps, mais le principe, c'est qu'aucun reportage, je suis désolé, c'est pas du droit de réponse, n'a le droit de faire plus de 1 minute 30. Ouais. Et voilà, pourquoi pas, c'est une communication et comme une le autre. reste, c'est de la chanson et de la musique, le reste. C'est de la chanson, de la musique et des informations de cinéma. Quel est le pourcentage de musique française, pour répondre à Guichard? On essaye de faire 60% de musique française et 40% de musique française. On écoutez là votre radio de temps en temps. Sigogno, vous n'êtes pas d'accord. Jacques Fansten. Je vais juste poser une question, parce que tout à l'heure, on va peut-être parler de télévision et éventuellement de contenu du programme. Vous parlez de création et vous nous dites qu'il n'y a pas de journaliste, pas d'animateur, il y a un ordinateur. Alors je voudrais savoir si la création est éventuellement confiée à un ordinateur. Non mais la création, c'est d'inventer quelque chose en matière de radio. Si une radio comme 95.2, ça doit être Europe numéro 1 bis, ça ne m'intéresse pas. Si une radio, ça doit être un sous RTL, ça ne m'intéresse pas. On a essayé d'inventer et pour l'instant, on est suivi. On va voir jusqu'où vont nous suivre les auditeurs. On a inventé une autre forme de radio qui est une radio-service, qui est la radio des gens qui aiment le cinéma et qui vous renseigne en permanence sur le cinéma. Ouais. Voilà, nous, au lieu de parler de mort à la une, comme le font toutes les radios, on parle du cinéma, on met le rêve à la une. Alors, chacun, c'est ça la liberté. C'est ça la télévision maintenant. Il y a Toulouse qui n'a pas encore dit un mot. C'est complètement méconnaître. Alors, Claude Fouchier, Bordeaux. Ce que font les radios locales en France et toutes les radios locales en France qui ont fait depuis le début de la musique et spécialement du cinéma parce que c'est une information très facile et qu'ils étaient sollicités par les distributeurs de ça, vous savez, puis c'est très agréable d'aller au cinéma. Alors, rien que il y a 200 radios, 200 projets de radio sur Paris qui sont extrêmement intéressants pour beaucoup d'entre eux. On se trouve, c'est très étonnant de trouver une radio autorisée aujourd'hui, enfin qui a racheté les fréquences, qui n'a aucun intérêt ni sur le plan de la création, le titre est très créatif, Hit Parade, ça ne vous rappelle rien, enfin Hit, c'est très créatif, et qui recopie tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait dans de multiples radios. Ouais, le cas de Paris,
écrase le problème de la radio locale en France. Bon, Daniel Guichard, mais il se bat pour avoir une radio. Revenons-en à la province. Il peut très bien aller faire une radio en Lozère. Je crois qu'en Lozère, il n'y a plus de radio. Alors que Jacques Séguéla, c'est pareil. Bon, les Fouchier, vous êtes... Non, je vais être très bref. Je vais être très bref. Je trouve ça très agréable d'être obligé d'aller en Lozère pour avoir une radio. Mais j'ai posé une question à laquelle il n'y aura pas de réponse. C'est de savoir, effectivement, Paris, il y a beaucoup de monde et c'est difficile de donner les fréquences. Mais en province, où la bande est la même et où il y a quelquefois 5 ou 6 radios, et sur les 5 ou 6 radios, on en interdit une ou deux. Pourquoi ? Je sais que techniquement, ils ont les mêmes normes. On va pas revenir là-dessus. On n'a pas compris. Non, mais d'accord avec vous, Daniel Guichard. On n'a pas compris. La commission Galabert est là, on n'a pas compris. Georges Filiou est là. C'est la haute autorité. Elle n'a pas voulu venir. Alors, on ne saura pas ce soir. Non, mais c'est clair. C'est qu'on a. Non, mais en province, il y a de la place, c'est vrai. Quand il y a 6 radios, dès lors qu'il y avait de la place pour lui donner une fréquence sur l'espace hertzien, et d'autre part que sa demande était conforme à la règle. Oui. Et c'est aussi simple que ça. Le problème, vous voyez, en réalité, vous voyez... Là, on revient en arrière. Mais excusez-moi, Guichard, mais là, il faut passer à la suite. Je voudrais terminer avec Fouchier une question. Vous représentez Radio 100 Bordeaux, mais d'après nos informations, en réalité, c'est le journal Sud-Ouest, votre station. Ah, mais c'est le journal Sud-Ouest participe directement à Radio 100. C'est ça, donc encore une fois, les associations sont blousées par les gros groupes français. C'est la presse française. Mais alors, soyons alors là, sur le plan de la puissance, n'est-ce pas, de la presse régionale, sur le plan des radios. Alors, Sud-Ouest, c'est un journal qui couvre 8 départements, n'est-ce pas? Il a une radio. C'est Radio 100 à Bordeaux. Non, une radio à 100. Alors, effectivement, il a des journaux. Oui, il a des journaux associés de la Charente Libre qui sont des journaux indépendants, structure rédactionnelle complètement indépendante. Un en Charente et un autre à Pau. Et ces journaux participent également à 2 autres radios. Ça fait donc indirectement, si vous voulez, un grand journal qui couvre 8 départements, indirectement des participations dans 3 radios. Or, savez-vous combien il y a de radios sur les 8 départements? Il y en a plus de 100. Alors, vous savez, quand on parle de monopole... Alors, Claude Fouchier, j'ai une information à vous donner, vous ne la connaissez peut-être pas, c'est que on sait qu'en province, il y a le monopole. Sud-Ouest a un monopole dans sa région, de fait, pas juridique. Bon, si, c'est un monopole de chaque région. De quotidien de presse écrite. Oui, bon. Eh bien, il y a une radio qui nous a téléphoné, M. Sanchez, la clé des ondes, qui a demandé à passer de la publicité dans Sud-Ouest. On le lui a refusé en disant on ne passe des publicités que pour les radios de notre groupe. Alors qu'est-ce que c'est le pluralisme? Ah non, alors, attendez, attention, ça c'est embêtant, c'est autre chose. Non, là, bon, la clé des ondes, c'est une radio que je connais, c'est la radio de la Ligue communiste révolutionnaire. Ah, je savais pas, non, mais, vous voyez, moi je... Non, mais c'est pas pour cette raison que... Non, mais, je veux dire... Non, attendez. Non, mais je réponds. Je réponds. C'est l'usage courant. Non, mais je réponds. Le journal Sud-Ouest a une régie publicitaire qui est installée, qui s'est mise comme tout un tas d'autres, comme Havas, comme toutes les régies, qui a créé une régie radio locale. Bon. Comme toute régie publicitaire, elle soutient les radios locales qui sont chez elle. Et elle ne peut pas avantager les concurrents qui ne sont pas chez elle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire de la publicité, la régie publicitaire ne va pas faire de la publicité pour une régie pour une radio qui, par exemple, est sous régie Havas. De la même façon que j'ai jamais entendu la publicité de droit de réponse à TF1 sur Antenne 2, par exemple. C'est vrai, mais seulement quand il y a le monopole local, ça coince quand même les autres radios. Non, c'est pas un monopole de régie publicitaire. Les radios locales. Ils vont pas faire de la publicité dans l'Est publicain. Non, mais les radios locales. Eh bien, il y a tout un tas d'autres façons de faire la publicité. Havas, par exemple. Que propose Havas, qui est une régie très importante de radio locale? Havas propose d'immenses panneaux publicitaires d'Avenir Publicité, qui est une de ses filiales. Elle a une société d'affichage, elle en profite pour faire la promotion de ses radios locales. Une affiche, là. Si on veut mettre un petit truc comme ça dans le journal, on devrait pouvoir le mettre. Ah, mais c'est cher, c'est cher également, de toute façon. C'est cher. Martin, des dangers d'une position dominante, d'un monopole, d'un journal qui ne se croit pas obligé, alors qu'il est en position dominante, à respecter une certaine déontologie. C'est de la publicité. Alors, Françoise Folléa, comment ça se passe à Nantes, et Didier Béraud, ensuite, comment ça se passe pour les radios décentralisées? Et on parle de la télé après. Françoise Folléa à Nantes. Il y a une première chose qui me frappe, c'est qu'actuellement, quand il y a des rencontres de responsables de radio, et on n'en a pas été loin ce soir, la situation, les conversations, c'est d'une manière à peine caricaturale, c'est en gros, qu'est-ce que tu fais sur le 6-9? Moi, je fais le 30 secondes à 500 francs. Qu'est-ce que tu as comme émission? Je viens d'acheter un 40 kilos, est-ce que tu veux que je te vende mon 2 kilos? Ou alors, est-ce que tu fais de l'information? Oui, et ça, je l'ai entendu il y a 15 jours
bonjour à Paris, d'une radio non parisienne. Oui, je fais des infos. L'animateur du 8 Parade lit l'AFP, les dépêches AFP, c'est super, il n'y a pas une seule faute d'orthographe. Hein. Alors, moi, je voudrais bien qu'on en vienne au débat. Il y a des gens à Atlantique, ça s'appelait autrefois Radio Libre 44. On a essuyé les plâtres depuis 77. D'autres, on l'a vu depuis une date antérieure. On avait une certaine idée de la radio, une certaine idée de la liberté de la communication. Hein, et aujourd'hui, on a un petit peu le sentiment que, après avoir essuyé les plâtres, eh bien, les choses sont en train de se normaliser de la pire façon qu'il soit. Hein. À Nantes, concrètement, il y a, je ne sais pas, je crois 7 radios qui émettent actuellement. Ça n'est pas terminé. Il y a des radios autorisées, d'autres non autorisées. Bon. À la limite, peu importe, puisqu'on ne rentre pas dans le débat technique. Il y a une radio avec le quotidien Presse Océan, une autre qui vient de signer un accord avec Ouest France. Nous sommes indépendants. On n'est pas... La tâche n'est pas facile. Hein. On a eu un démarrage très associatif, ça tenait à l'histoire des pirates. On avait d'ailleurs rencontré en duplex sur le journal d'En France de Sangla, M. Filiou à l'automne 81, et quand on lui disait, nous estimons que tout en étant associatif, et une vraie association, pas une association cache-sexe, hein, où des décisions d'importance se prennent en assemblée générale. Lorsque nous avions dit à M. Filiou à l'époque, nous estimons qu'il nous faudra au bas mot un budget d'1 500 000, c'était à l'époque de l'interdiction de la publicité, vous savez ce qu'il en a été par la suite. Monsieur Filiou nous avait dit, mais vous êtes fou, un budget pareil, vous n'en avez pas besoin, et vous allez voir, une radio associative va être subventionnée par les associations et tout ira très bien dans le meilleur des mondes. Bon, heureusement nous étions... Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas besoin, je vous ai dit que vous auriez du mal à trouver 1,5 million. Non, mais vous pensiez que nous pourrions trouver notre budget très en dessous de cela dans le milieu associatif. Bon, ça c'était une belle illusion. Je crois que le gouvernement l'a porté encore beaucoup plus longtemps que nous, parce que nous nous sommes adaptés, nous avons évolué en même temps que l'histoire des radios évoluait, que le marché évoluait. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, on reste pluraliste, on reste indépendant, on fait de l'aide à la réalisation pour des gens qui ne sont pas des professionnels. Nous sommes devenus des professionnels. Les journalistes ont leur carte de journaliste, les animateurs sont compétents, ont de la formation permanente, et nous sommes restés pluralistes et indépendants. Mais vous acceptez la pub maintenant? Tout à fait, mais nous sommes à l'ALO depuis son démarrage, c'est-à-dire qu'au moment même où nous étions considérés comme une radio très associative et d'expression sociale, nous disions attention, la loi qui est en train de sortir sera inappliquée, parce que sans publicité, ça n'est pas possible. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fermé les yeux. Vous vous rappelez, vous avez aussi fermé les yeux la semaine dernière. Hein. On s'est fermé les yeux, on a laissé s'installer une situation sauvage. Et aujourd'hui, la situation de 85 est en train d'entériner les coups de force les plus absurdes, les plus inadmissibles et les moins créatifs. Je suis désolée, M. Séguéla. Oui. Bon, on vous approuve. Vous allez revenir à la télé maintenant, Jacques Séguéla. Vous voulez qu'on passe, on va passer à la seconde partie de l'émission. Didier Béraud, il y a aussi le problème des radios décentralisées de Radio France. Sur les rapports entre la presse écrite et les radios locales, publiques ou privées. Je voudrais éviter d'aborder ce problème ou de le reprendre en termes de polémique, de guerre, d'hostilité, de conflit, bien qu'il y ait là-dedans du conflit. Mais le plus préoccupant n'est pas tellement que la presse écrite régionale fasse du refus de publicité à des concurrents. L'explication qu'a fournie Claude Fouchier me paraît relativement satisfaisante. On peut la comprendre. Le plus préoccupant, c'est que lorsque les quotidiens régionaux sont en situation de monopole, ce qui est effectivement le cas le plus fréquent, ou en tout cas le cas qui est devenu le plus fréquent sur l'ensemble du territoire, c'est tout simplement l'information qu'ils refusent aux radios locales publiques et privées qui ne sont pas de leur groupe. Et c'est beaucoup plus grave que de refuser la publicité. Et c'est là-dessus tout de même qu'il faut amener le débat et espérer que des conversations pourront reprendre entre les responsables de la presse régionale et les responsables des fédérations, des organismes, des sociétés nationales, pour qu'on n'en reste pas sur une position qui me paraît absolument intenable. Et nous, radio locale publique en tout cas, nous n'avons pas l'intention d'occulter la presse régionale sur nos antennes. Alors, comment se passe la concurrence entre vous? Parce que... Alors là, je ne comprends pas très bien ce que dit Didier Béraud. Simplement, le fait est que les radios décentralisées de services publics dont il est le responsable couvrent généralement un département et ont un budget d'1 milliard ancien. Avec 42 personnes à peu près, ce qui est complètement disproportionné
par rapport à toutes les radios locales en province, je parle, complètement disproportionné. Même à Paris, bon, peut-être à Paris, il y a un marché publicitaire énorme, c'est possible. Combien y a-t-il d'employés à Radio Alouette? Mais je ne sais pas. 43. Bon, alors c'est donc... Bon, c'est ce qui arrive. Et c'est aussi la valse des rédacteurs en chef. Simplement, c'est un autre problème. Simplement, ça se fait à la valse des rédacteurs en chef où? Dans les Alouette. À Radio Alouette. Oui, oui, oui. Il y avait M. Gisbert qui a disparu. Il n'a pas fait très longtemps. C'était pas celui d'observateur. Le budget d'énergie est de 10 millions d'anciens francs par an approximativement, et que ces ressources sont 6 fois ces dépenses, dont je me réjouis pour elles. En province, le budget d'une radio décentralisée de service public est environ de 10 à 20 fois supérieur au budget de n'importe quelle radio locale en moyenne. Donc, je veux dire, alors, c'est disproportionné, mais enfin, pourquoi pas? Il y a une concurrence, même si elle est très déloyale, elle doit s'exercer, c'est possible. Simplement, où ça ne va plus pour les radios locales. Je ne vois pas où est la déloyauté de la concurrence. Non. J'y viens. Moi, je vais comparer le budget des quotidiens régionaux et celui d'un certain nombre de périodiques. J'y viens à la déloyauté. C'est qu'on ne peut difficilement avoir 1 milliard ancien de la redevance de service public et demander en plus la publicité. Alors, la publicité d'intérêt collectif que vous entendez sur France Inter et ailleurs, par exemple, vous entendez en intérêt collectif la publicité pour le Crédit Agricole ou pour les poulets sartois, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si c'est d'intérêt collectif, mais c'est ce genre de publicité qui sera de la publicité déguisée de toute façon pour la publicité de marque et la publicité de constructeur ou de distributeur. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a 15 jours, j'ai vu à Toulouse, dans un gratuit toulousain, l'annonce d'une table ronde avec des constructeurs et des agents immobiliers sur Radio France Toulouse. Alors, on va donner 1 milliard ancien, plus attaquer les radios locales sur leur pauvre marché publicitaire, c'est là où je parle de concurrence qui est un petit peu disproportionnée. Nous n'attaquons pas les radios locales sur leur pauvre marché publicitaire, nous appliquons littéralement notre cahier des charges qui nous autorise la publicité collective dans des conditions parfaitement définies. Et nous nous contentons, sous le contrôle de la RFP, qui est une régie nationale qui sait très bien ce qu'elle peut nous permettre et ne pas nous permettre, nous nous contentons de passer les messages qui sont toujours des messages de produits à caractère collectif. Crédit Agricole. Bon, je suis désolé parce que là, il y a tout un débat. Non, il y a un débat qui s'entamerait là. Il faudrait faire la comparaison entre les résultats du service public et de la concurrence du privé. Voilà, mais comme il nous reste 30 minutes pour parler de la télé maintenant. Radio, ça coûte quand même assez d'argent. Oui, il faut des professionnels, il faut des moyens. Et je ne vois pas pourquoi on reproche aux journaux de vouloir en faire. Parce que si faire une radio, c'est acheter une pile de disques, 3 platines et un disque jockey sous-payé et s'autoproclamer la plus belle des radios, d'accord. Mais je ne vois pas très bien l'intérêt. Bon, alors je vais y venir tout de suite parce que je voudrais donner un exemple. Maintenant, on va parler de la télévision. Et alors, j'ai été très étonné en lisant dans la presse et en voyant d'ailleurs une émission de la chaîne concurrente, car je crois que c'est sur la chaîne concurrente qu'on vous a vu, sur Antenne 2. Bon, mais enfin, vous voyez, nous n'avons pas peur de leur faire de la pub. À Aubervilliers, voilà. La télévision, qu'est-ce qu'on va l'appeler? Conviviale, hein? Oui, conviviale. Conviviale. Alors, ça, c'est assez étonnant. Vous avez le directeur, mais comme il a déjà été interviewé partout, c'est ceux qui font la télé avec lui qui vont parler. Vous avez câblé un HLM et à partir de là, eh ben, ça fonctionne comme ça dans un petit HLM et vous faites votre petite télé, c'est ça? C'est ça, ouais. On est libre de faire l'émission qu'on veut. Voilà. Et tout le monde y participe. Vous avez installé un petit câble qui relie les appartements? Au départ, c'était un petit câble qui s'est passé, mais après, bon, ben, ça s'est agrandi dans les escaliers, dans le bâtiment. Oui. Oh, puis... Vous êtes combien maintenant? Une centaine. Une centaine? Dans combien d'HLM alors? 100 foyers. Il y a 100 foyers de collectés. De câblés. Voilà. Alors ça vous coûte combien là pour être câblé? Rien. 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 Ça coûte rien. Ça coûte rien. 1 franc 70 le mètre de câble. C'est facile. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous faites alors à Aubervilliers dans votre ensemble? On donne la parole à tout le monde. Tout le monde a le droit d'y aller. Il y en a qui sont capables de faire de la cuisine. Il y en a qui font une rubrique de musique. Moi, par contre, je fais une rubrique littéraire qui présente des livres. Vous faites la critique des livres. C'est ça, vous êtes le pivot d'Aubervilliers. C'est ça, on peut appeler ça comme ça. Moi, on m'a appelé le Mourouzi. On m'a appelé le Mourouzi. Et vous, mademoiselle, vous faites quoi, ou madame? Moi, je critique. Vous critiquez qui? Non. Moi. Ah, vous critiquez. Et alors, il paraît qu'il y a même des gosses qui viennent faire les devoirs des autres. Il y a ça. Moi, celui qui a compris le problème, s'il y a un problème, qu'ils ont un heurt sur un problème, c'est celui qui a compris ce problème, qui l'explique aux autres, à ses petits copains.
Ah oui, c'est bien ça. Et alors, celui qui est doué pour la cuisine, il fait une recette, il explique aux autres aussi. Ah non, mais ça, c'est la madame. Ça fait partie de l'émission, enfin de la télé privée. C'est ça. J'ai jamais eu la parole, la madame. Télé jouer. On n'est pas espagnol. Est-ce que ça se passe comme ça? Non, il n'y a pas de drame? Non, il n'y a pas trop d'indiscrétion dans les foyers? Non, mais ça se passe très bien. Ça se passe bien. Mais alors, qu'est-ce que vous faites d'autre? Comment vous téléphonez? Vous allez voir l'appartement? Il y a un appartement où vous avez installé votre matériel? Oui, c'est le 472, 22 allée Alphonse-Jouy, Aubervilliers. Ah bon, d'accord. Et il y a pour combien de matériel là-dedans? Il y en a beaucoup? Oh non, 20 000 francs environ. 20 000 francs, ça suffit? Même pas, hein, je pourrais dire un magnétoscope et une bobine de 100 mètres de câble. C'est ça. Mais alors, vous passez des films, qu'est-ce que vous faites? Vous téléphonez? Alors pour les films, nous avons eu en accord avec les producteurs de films, puisque nous avons discuté le bout de gras, parce qu'il faut dire, on appelle ça comme ça, on discute le bout de gras, puisque maintenant on en est là. Hein, on a discuté et donc ils voulaient me faire un procès. Alors, bon bah, je l'accepte, j'irai en prison. Voilà. Ah oui, parce que c'est pas tout à fait légal. Ah bah si, c'est tout à fait légal, mais on nous reproche de produire nous-mêmes. Alors là, je ne comprends plus. Et vous produisez quoi? Bah tout. Ah bon? Tout de A à Z. Ah oui. Et les enfants ont la parole. Et les enfants ont la parole et tout le monde a la parole. Et c'est ça qu'il faut donner aux gens, c'est la parole. Il faut leur donner la parole parce que c'est à eux. Ils ont besoin d'avoir la parole. C'est ça. qu'il faut. Et alors du coup, est-ce que vous regardez encore un peu C'est pour ça que ça marche. Et vous regardez encore les 3 chaînes? Oh non, non, non. On ne le nie pas. Non, c'est vrai, on regarde aussi 3 chaînes, mais on préfère quand même... Elle supporte la concurrence avec vous? Oui, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais je vais vous dire, quand même, que s'il y a une mauvaise émission sur les 3 chaînes du service public, eh ben, ils se relient sur Télé Alphonse-Jouy parce qu'ils sont toujours branchés sur le numéro 7. Oui. Hein. Alors si je leur balance, par exemple, TF1, droit de réponse, eh bien ils vont regarder droit de réponse, mais si à la place de droit de réponse... Parce que des fois, vous me relayez quand même. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal. Ce soir, tous êtes en train de regarder. Exactement. Alors bonjour tout le monde. C'est normal. Et si exactement, je mets... TF1 sur la 7e chaîne et que moi je passe un programme, ils ne vont pas changer. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça qu'il faut comprendre, que dans les HLM on avait besoin de communiquer, on ne nous a pas donné les moyens, et ben moi j'ai essayé de le faire. Voilà. J'espère avoir réussi. Est-ce que vous avez par exemple parfois des débats? Est-ce qu'il y a par exemple des immigrés qui participent à votre... On a interviewé le président de la République, d'ailleurs, à la grande halle de la Villette. Hein. Il ne voulait pas personne. Quand on a dit « Monsieur le Président, pour une télé libre, est-ce que vous voulez répondre à une question ?» Il a pris le micro, on s'est fait bousculer par les gorilles, mais on l'a eu quand même. Et ça, c'est formidable. Et juste le lendemain, on a interviewé l'arabe qui peignait le bâtiment. Tout le monde a droit à la parole, quelle que soit la race, quel que soit l'âge, quel que soit... Il n'y en a pas qui refusent et qui vous font la gueule, non? Ah ben si, mais maintenant, du fait que, bon, bah, on rentre dans le système, le star system, eh bien, ils font plus la gueule. Hein. Ils font plus la gueule. Voilà. Et vous passez aussi des cassettes de films de temps en temps? Sûr. Vous en louez, quoi, Bien sûr, on loue. Oui, d'accord. Alors, on loue un vidéoclub spécial qui s'appelle... Non, non, pas la peine, non, non. Hein, si on ne va pas faire de publicité. Avec les droits institutionnels, bon, on s'est arrangé pour que ce soit à peu près légal et que ça ne sorte pas de notre bâtiment. Parce que la DGD, vous savez, le PTT, il ne veut pas qu'on traverse le bâtiment. Ah oui. Ah oui, bah oui. Alors on reste confiné dans notre prison, quoi. Dites-moi, une question indiscrète. Est-ce qu'à partir de minuit, vous passez des programmes un petit peu... Mais totalement. Mais totalement. C'est la seule chose à partir duquel on a le droit. Monsieur Pollack, je dirais bien une chose qui va être un petit peu osé, mais je dirais, quand on passe un film, disons, gentiment érotique, Alphonse jouit pour vous. Voilà. Mais il n'y a pas une protestation d'une voisine? Ah mais non, au contraire. On est pour la reproduction des... Alors, voilà un exemple moi, qui me réjouit, Georges Filiou. Moi, voilà ce que je trouve qu'il faudrait faire dans toute la France, dans tous les HLM. Ça serait la joie, la gaieté. Il y aurait de la communication, les gens ne se regarderaient plus en chienne de faïence, il n'y aurait plus de racisme, il n'y aurait plus rien, il y aurait la convivialité. Je suis bien d'accord avec vous, Pollack, mais observez que c'est exactement l'esprit qui était celui des pionniers de la radio il y a quelques années, et voyez où on en est maintenant. C'est-à-dire que les mêmes dévoiements et les mêmes perversions risquent d'atteindre des projets comme ceux-ci, ou bien qu'ils soient complètement alors phagocytés. Voilà. Parce qu'à partir du moment où c'est le réflexe d'animation, de convivialité, de vie en commun,
qui supportent le projet, avec des bénévoles, avec l'accord d'une petite communauté humaine, c'est bien. Et puis là-dessus, il y a les appétits qui s'aiguisent, qui se disent... Jacques craignait rien. Jacques Séguéla, tout à l'heure, vous propose de vous acheter... Eh bien, il peut mettre de l'argent ici, il ne l'aura pas, la télé. Voilà, on ne la vendra pas. Voilà, c'est à nous, la télé. Il ne faut jamais acheter l'initiative, il faut surtout la laisser procréer. Mais nous, notre télévision, elle a prévu des émissions comme ça. D'ailleurs, je lance solennellement un appel à tous les jeunes. Alors vous croyez qu'une fois que ça sera fait par Séguéla, ça marchera encore? Non, mais non. Ils ne seront pas à l'aise comme ça. Mais pas du tout. Je crois qu'on peut demander à tous les jeunes de faire la radio dont ils ont envie. Je crois que là aussi, il faut faire une télévision thématique. Ils ont besoin de parrains comme ça. Non, mais vous regardez comme ils se débrouillent bien tout ça. Vous mélangez deux télévisions. Il y a les télévisions par câble et il y aura demain en France 10 000, peut-être 100 000, peut-être 1 million de télévisions comme la leur. Elles sont formidables. Mais mélangez pas ça avec les grandes chaînes nationales, on appelle ça les networks, je ne sais pas pourquoi d'un nom américain, qui sont de grands circuits comme actuellement notre première chaîne, notre deuxième chaîne, la troisième, Canal+, qui valent 1 milliard à 2 milliards de francs nouveaux par an, c'est-à-dire 100 milliards à 200 milliards de centimes. Mais oui, mais alors pourquoi dépenser 100 milliards? Ils font ça pour... Mais c'est pas la même. Vous ne pouvez pas avoir Polac dans tous les HLM. Ou alors prenez votre petite bicyclette, prenez votre petit vélo, passe très bien. allez faire de tous les... Non. Mais regardez, Chirac aussi. Ils n'ont pas besoin de s'abonner à Canal+. Leurs téléspectateurs veulent Polac de temps en temps et eux de temps en temps. C'est ça la liberté. Alors, Michel Toulouse. Il y a deux choses complètement différentes. C'est très bien. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait ce type de télévision, mais elle doit rester au niveau de l'immeuble si elle veut être conviviale. Il ne peut pas y avoir de télévision conviviale sur 1 million, 2 millions de spectateurs. En revanche, là où ils sont très astucieux, c'est qu'ils font à peu près la même réflexion que nous, parce qu'ils travaillent dans les trous laissés par le service public. Par exemple, ils ont dit notre première émission, c'est des émissions de critique. Le service public ne fait pas d'émissions de critique de cinéma, de livres. Ils se glissent dedans. Parfait. Du porno, il n'y en a pas. Ils se mettent dedans. Ils ont exactement le même type de raisonnement que nous. Simplement, nous, on va travailler pour une télévision de compagnie et surtout pour une télévision, parce qu'on est quand même l'un des pays démocratiques qui, jusqu'à présent, n'avait pas une vraie liberté de la télévision parce que la télévision était quand même contrôlée à 100% par l'État. Encore que le service public, et il ne faut pas se bourrer, la France est l'un des pays qui a la meilleure télévision du monde. Les 3 chaînes de télévision font un boulot fantastique. Je suis un enfant du service public, je l'ai quitté. Mais il faut, quand j'entends dire on va faire une grosse télévision comme eux, on a tort. Il faut faire une petite télévision. En revanche, quand j'entends dire avec des bouts de ficelle, je vais faire un concours de gros lolos et je vais inonder la France, ça, j'y crois pas du tout, parce qu'on va se heurter au service public, qui a de l'argent, qui est intelligent, qui est divers et qui fait une très bonne information. Donc, si on veut avoir... Si. On fait pas Non, attends, ça va être Caroline de Monaco. Attends, mais je suis pas... Attends, non, c'était ce que j'avais dit. Non, ce qu'il faut faire, moi je retiens qu'il faut de la télévision locale, de la télévision de proximité. Ce qui est très intéressant, nous avons entendu, quand on a fondé le réseau autonome des télévisions, qui regroupe 60 télévisions locales, 60 projets de télévision locale, dont à peu près une quarantaine sont en train de se concrétiser, il y en a plusieurs qui sont représentés dans la salle. On a écouté Alain Cacampois d'Alphonse Jouy. On a écouté son expérience. Évidemment, je ne crois pas que vous, à Hachette, vous ayez eu le même réflexe d'aller voir ce qui se passait effectivement du côté de la proximité. Ce qui compte, c'est de faire un... Quel est le premier mot que j'ai donné? Une télévision de proximité. Il est évident... Avec Philippe Aki, avec Caroline de Monaco. Mais pourquoi tu me parles de... Pourquoi tu me parles de Caroline de Monaco? Sérieux. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre télévision? Michel, avouez tout. Merci, nous faisons de la télévision. Il y aura place pour les deux. Non, il y aura place pour la télévision locale. Elle est formidable. Est-ce que tu veux de la création? Est-ce que tu veux des fictions françaises? Si tu veux des fictions françaises, tu as besoin d'argent. Je ne veux pas de Château-Vallon sur les nouvelles télévisions. Il y a déjà une télévision. Est-ce que tu veux des Château-Vallon, mais vous aurez peut-être un fond Jouy pour vous. Oui. Est-ce que tu veux? Ça coûte cher. Et non, mais c'est une intox considérable. Non, tu fais une très bonne intox considérable au capital. Tu t'es jamais penché sur le prix d'une télévision. Ah si, je fais que ça depuis 2 mois. Je fais que ça depuis 2 mois. Je peux vous dire. À moins de 200 millions, elle ne peut pas. C'est faux, Jacques Séguéla. L'association des maires de grande ville de France. Ah oui. Une télévision, ça coûte 1 milliard. Ça coûte une télévision locale qui peut vivre sur une ville, sur un bassin de population normal, ça coûte 1 milliard. Je ne voudrais pas rentrer dans les finances. Moi, je peux vous dire ce qu'on va faire avec ce milliard, ce qu'on va faire les télévisions du RATV avec ce milliard. Elles vont faire 6 heures de programme par jour. Elles vont
faire un miroir de la vie locale. Bouger la télévision. Et faire bouger la télévision, c'est apporter face aux chaînes d'État. Je suis d'accord avec toi, qui font formidablement leur boulot. On a la meilleure télévision du monde. Le droit de réponse, ça n'existe nulle part au monde. Et les Américains ça existera grâce à RATV dans toutes les villes si on peut exister. Il faut créer une alternance à ça et les mettre en compétition et permettre à d'autres d'aller comme tous les autres pays du monde à un minimum de 10 chaînes en France. Pourquoi développer et se culturer en matière de Séguéla, moi ce que je crois, c'est que Chrysol là, vient de dire une chose qui me paraît capitale, c'est que vous allez faire des télévisions, des grosses télévisions commerciales, on n'y fera jamais droit de réponse pour la bonne raison que ça sera interdit dans les 15 jours. Alors il faut un droit de réponse, écoutez. Pourront le faire. Il faut un droit de réponse à Angoulême, il faut un droit de réponse à Avignon. Vous savez très bien que nous touchons des intérêts trop importants et qu'on nous dira allez vous coucher. Mais non, parce qu'il faut avoir des Michel Toulouse. La ville de Rennes, voilà une collectivité locale. Hein. Quand la ville de Rennes se pose le problème de la façon dont elle va programmer son câblage, elle est confrontée, dit-elle, c'est Le Monde qui le rapporte, à 2 scénarios. Dans le premier scénario, il est question de faire de la télévision locale et d'insérer sur le câble du programme local. Dans le deuxième scénario, le programme local est exclu. Quelle est la réponse de la ville de Rennes, qui est une ville que j'aime beaucoup, que je connais bien? Martial, tu m'entends? Martial Gabillard. J'adore les provinciales. Ah, mais je suis un vrai provincial et je parle à mes amis de province. La conclusion de mon ami Martial, que j'aime beaucoup, est brutale. Autant la ville de Rennes et ses partenaires financiers sont prêts à s'engager sur le premier scénario, autant le second leur semble complètement irréaliste. Et le premier scénario, c'est celui dans lequel il n'y a pas de télévision locale. Un manque d'imagination totale. Manque d'imagination totale. On peut faire de la télévision locale. Attendez, Michel Toulouse. On peut la faire. On est en train de la faire. C'est quand même effroyable de refuser cette réalité. Michel Toulouse n'a pas parlé beaucoup. La télévision locale, personne n'est contre. Simplement faire l'ensemble d'un programme avec l'argent issu de la télévision locale, c'est à peu près impossible. On a vu ce que ça donne dans la plupart des pays où on a essayé de s'appuyer sur une télévision locale qui émette par exemple 6 ou 7 heures. Ils ont été obligés, pour bourrer leur programme parce qu'ils n'avaient pas d'argent, d'aller acheter des sous-produits américains. C'est aussi simple que ça, c'est aussi radical. Attends, en revanche, il y a une complémentarité. Et dans les pays où ça s'est plutôt équilibré, on est arrivé à une complémentarité des grands réseaux avec des fenêtres locales. Des fenêtres, voilà, on a droit des fenêtres, c'est tout ce qu'on a droit. Des fenêtres. Faisons des télévisions locales avec vous êtes les murs, nous sommes les fenêtres. Les fenêtres, et ça revient au même. Entre 2h et 4h de l'après-midi. Alors, le mur, c'est par image, les fenêtres, c'est la radio que feront une ville entière. Tout le tissu économique d'une ville n'aura droit qu'à une fenêtre. C'est quand même vous permettez une conception des choses aberrante. Il faut la payer. Même FR3. On va la payer, la fenêtre. Je veux dire, la fenêtre, les murs, la maison et les fondations. Mais attends, FR3 qui vide la redevance. Michel Toulouse. FR3 qui vide la redevance, qui vide la publicité, arrive à peine à se payer une fenêtre de 3 heures par jour. De même qu'on n'a pas fait des radios locales. Mais tu ne pourras pas produire moins cher. Ça n'existe pas. Des télés locales qui marcheront mieux et qui coûteront moins cher. On ne peut pas produire moins cher. Mais pourquoi? Au nom de quel axiome, au nom de quelle vérité divine, on n'a pas le droit de produire moins cher? Le matériel, parce que le matériel coûte le même prix, parce que où tu soupais tes gens. C'est pas vrai. Les salaires sont les mêmes. On n'a pas forcément besoin de 25 personnes pour faire un plateau. Attendez, Michel Toulouse, je voudrais quand même préciser une chose. Lorsque nous avons préparé ce dossier, permettez que je résume un petit peu le sujet télé. J'ai regardé tout ce dossier que m'a préparé Michel Fisbin, et puis j'ai parlé avec quelques personnes, et je vais vous dire, mon impression. Car, bon, nous avions invité Barret d'Europe 1, il s'est décommandé. Bon, Toulouse représente ici Hachette, Séguéla a des projets. Monsieur Hersan, naturellement, n'a envoyé personne. Pourtant, Jean-Marie Cavada, nous l'aimons bien, mais Hersan pas sur cette émission. Bon, tous ces gens-là veulent faire des télés. Or, c'est un qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, parce qu'enfin, écoutez, la situation aujourd'hui, c'est qu'avec 3 chaînes, on a déjà l'impression qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire des films, pour faire de la création. Alors comment Canal+ n'a pas été fichu de faire de la création? Vous voulez encore en créer 2 ou 3 de plus? Mais où vous allez chercher l'argent? Vous allez acheter des séries japonaises, des séries américaines. Il n'y a pas l'argent en France. Mais il n'y a pas l'argent en France, il n'y a pas l'argent dans les autres pays qui l'ont fait. Mais où vous allez prendre cet argent? En France, Séguéla. 2,5 milliards à 3 milliards payés par la pub. Et merci la pub. C'est quand même la pub qui va permettre cette liberté et cette prolifération de... Sans télévision, ça fait des télévisions à 1,5 milliard en Syrie. Moi je dis par exemple, un Français sur 2 à moins de 30 ans, on l'oublie toujours.
Moi, je veux faire la télévision pour ceux de moins de 30 ans. Et je dis que les Français, les jeunes Français de moins de 30 ans ont droit à leur télévision à part entière et nationale. Qui aura évidemment les moyens d'avoir leur film à eux et de participer à leur film à eux. Alors, et de faire leur émission à eux. Jacques Fansten est ici un réalisateur et je voudrais quand même rappeler que la télévision, ça se fait avec des créateurs. Or, dans ce dossier que nous avons préparé, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que les créateurs, on ne les interroge pas. Les créateurs sont absents. Vous êtes tous là à faire des immenses projets gigantesques où vous parlez de... Non, je parle les gens qui veulent monter des grandes chaînes de télé. Nous, on a 30 créateurs qui travaillent à la télévision en permanence depuis 3 mois. Mais vous racontez 30 créateurs et qui préparent quoi? Mais qui préparent la télévision des jeunes de demain. Et alors, pourquoi est-ce que vous ne nous dites pas ce qu'ils préparent? Télérama publie 4 pages. Écoutez, Télérama publie 4 pages d'interviews sur les télés. Il n'y en a pas un qui dit, je vais vous dire ce qu'on prépare. C'est le secret, top secret. Non mais c'est normal, vous pensez que des programmes comme ça se prépare parce que les idées, dès que vous les avez données, les autres vous les volent. Hein. Pour dire d'ailleurs qu'elles sont pas bonnes. J'ai remarqué que toutes les radios des autres étaient mauvaises, il n'y avait que les radios personnelles de chacun qui étaient bonnes. Bon. Donc, vous pensez bien qu'on ne va pas mettre nos idées sur la table. Mais je peux vous garantir que nous, on a 30 créateurs qui travaillent depuis 3 mois, mais pas au téléphone, non. Alors Séguéla, moi je vous arrête tout de suite. Les idées, ça se met sur la table. Moi, ça fait... Non, Séguéla, ça fait... C'est une concurrence. Mais est-ce que vous croyez que les idées publicitaires se mettent sur la table, elles se mettent sur l'écran? Et après, tout le monde regarde de pas les avoir. La démagogie de minutes, il faut être sérieux. Parce que là, on est en train de dire, on va faire une télévision pour les jeunes, et on y va. Et il n'y a pas un mot de concret. Les seuls concrets que j'ai entendus, c'est vous. Parce que vous nous parlez de ce que vous avez fait. Personne vous... Non mais... on l'a fait tous les jours, 5 heures par jour. Mais absolument. Et personne ne vous l'a commandé. Vous n'êtes pas là en train de nous dire, on a un marché publicitaire qu'on va gérer de telle manière, etc. La publicité, c'est vrai qu'il y a probablement un marché publicitaire disponible. C'est vrai qu'on nous raconte des tas de bêtises dessus, parce que ce marché publicitaire, il ne va pas se répartir uniformément, comme ça, entre tous ceux qui vont vouloir faire de la télévision. Il va aller vers les plus forts. Et là encore, on est en train de raisonner comme si l'histoire ne nous avait rien appris. Je veux dire, moi, j'aimerais bien que cette heure de débat qu'on a eue tout à l'heure, enfin que j'ai écouté, moi, parce que je ne connaissais pas grand-chose aux radios libres, j'aimerais bien qu'on s'amuse un jour à le regarder avec le débat qu'il y a eu il y a 3 ou 4 ans, ici, sur les radios libres. On s'apercevrait que toutes les déclarations péremptoires qu'on a entendues ce jour-là étaient ridicules par rapport à la réalité. Et je pense qu'on est en train de faire la même chose. Alors, il faut un petit peu essayer de voir ce qui s'est passé ailleurs et vers quel danger on va. Alors, moi, j'ai pas de solution, mais je sais ce qui s'est passé en Italie. Ce qui se passe, on s'est aperçu. On sait aussi ce qui s'est passé en France. On connaît l'expérience de Daniel Populus à la Villeneuve de Grenoble-et-Chirol. Elle a duré 2 ans. Et c'est une expérience qui relève de l'époque des pionniers dont parlait Georges Fillou tout à l'heure et qui a énormément de points communs, sauf qu'elle était sur un quartier entier au lieu d'être sur un seul immeuble. Elle a vécu 2 ans, de façon passionnante. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée par manque de ressources. Il faut le reconnaître. Il y a donc un problème de ressources dans ce genre d'expérience. Et le cas de la Villeneuve de Grenoble-et-Chirol l'a démontré. Mais elle s'est arrêtée aussi pour une autre raison. C'est que les bénévoles sont nombreux et ils se renouvellent. Mais tout bénévole cache aussi un malévole qui s'ignore. Et il y a un moment où le bénévolat prend fin. Mais sans aller jusque-là, parce que je voudrais finir sur cette idée. Dans tous les pays du monde, il y a eu, en dehors des États-Unis, il y a eu parallèlement à l'augmentation du nombre de diffuseurs, une chute de la production. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas perdre. C'est valable en Italie, c'est valable partout. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que se développe un certain nombre de canaux qui ne sont pas comme les vôtres, qui sont des canaux marchands, ils vont viser à essayer de drainer cette publicité qui ne va aller, comme je le disais tout à l'heure, ne va pas se répartir, mais va aller vers les plus forts. Et comme je crois que très vite on s'apercevra, d'ailleurs c'est formidable, on crachait sur le service public il y a 1 an, maintenant j'entends tous ces gens qui veulent faire des nouvelles télés qui disent le service public il n'est peut-être pas concurrentiel. Canal+ a commencé, on est en train de faire la démonstration que le service public ne fonctionne pas si mal que ça. Bon, mais ils vont vouloir concurrencer ailleurs que le service public. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut faire 24 heures sur 24, il faut occuper du créneau, on va faire de la concurrence pour acheter du feuilleton américain, du feuilleton étranger, mais pas... Moi, je ne suis pas contre qu'on voit des feuilletons américains, mais il faut se dire que les meilleurs, sauf exception parce que quelqu'un a été incompétent peut-être, mais les meilleurs, ils sont déjà achetés par les chaînes, donc on va aller acheter ceux qui sont moins bons. On va voir ce qui s'est passé en Italie, où en 2 ans, en 79 et 80, les Italiens ont consommé et épuisé 15 ans d'animation japonaise. 15 ans. Où en 82, on a dépensé pour acheter des émissions étrangères 2 fois plus qu'en 80, 4 fois plus
jusqu'en 79. Non, mais on a C'est-à-dire- prenons pas toujours. Oui, Bon. mais non, mais c'est... Non, alors non, je veux juste terminer. Le pire, prenons l'exemple de l'Angleterre. Non, il faut comparer ce qui est comparable. L'Angleterre, il n'y a plus de cinéma. Alors, il faut le savoir. Si on... Le cinéma d'aujourd'hui est anglais. Enfin, vous dites n'importe quoi. Ridley Scott, Tony Scott, Hugh Hudson, tout ce qui est en train, le cinéma, avec de l'argent grâce, américain. peu importe, ils font des films anglais. Ah ben non, ils font des films américains. Mais non. Et ils ont tous fait de la télévision anglaise. Et de la publicité d'ailleurs. Non mais Jacques Séguéla, l'exemple anglais. L'exemple anglais semble assez bon puisque la BBC a été revigorée par la concurrence, Absolument. par la création d'une chaîne de télé privée. Il y a 30 C'est vrai ans. que ça a bien fonctionné Il y a 30 en Angleterre. Pas Il y a faussement 30 privé. ans, là on est dans une situation. Parce que les choses ont différente. été réglementées et faites par des professionnels. Vous allez vers l'Italie, où l'Italie s'est passé ce qu'on nous a expliqué. Tout le monde a pu mettre son antenne sur un toit, faire blabla et mettre du porno. Ça a marché 3 semaines et puis le porno, comme vous l'avez vu. Comment en Italie Vous passez à autre chose. Ils n'ont pas inventé En Italie, c'est Berlusconi qui a tout en main. Le Séguéla italien a tout en main. Le Séguéla italien a tout en C'est pas eux qui ont main. le pouvoir en Italie. C'est le Séguéla italien. C'est un Berlusconi, il s'appelle comment? C'est un promoteur, ça n'a rien à voir. Berlusconi, c'est un promoteur. On peut pas avoir une politique d'ouverture vers les créations. Martin, C'est extrêmement intéressant. Martin. La fameuse chaîne dite indépendante, c'est vrai, mais c'est quand même une autorité qui est administrative et avec des relais locaux, des sociétés locales d'exploitation et des capitaux privés. Information intéressante. Elle faisait tellement de profits grâce à la publicité et grâce à l'absence de dépenses dans la programmation, elles achetaient des séries anglaises, américaines ou japonaises, que cette autorité, Il n'y avait pas de publicité à que BBC. cette autorité, la société mère, a été obligée de taxer à 75% les profits réalisés par ces sociétés qui gagnaient de l'argent, c'était leur seul but en définitive, en achetant n'importe quel programme, pour les obliger à investir dans la production. Et c'est comme ça que les Anglais ont sauvé leur production. C'est ce que va faire le cahier des charges. C'est ce qui attend les chaînes françaises. C'est ce qu'on attend d'un cahier des charges. Alors, l'exemple... Revenons à la télé locale, s'il vous plaît. Il y a un créneau formidable, un créneau formidable, sur lequel je suis sûr que M. Hersan lui-même va se jeter demain. Si ce n'est pas Hersan, ce sera Gabriel Cousin. J'en suis sûr. C'est les langues et les cultures minoritaires. Parce que ça alors, croyez-moi, c'est le créneau idéal pour M. Hersan. Je suis sûr qu'il va écrire demain. On donne le breton à Hersan. Demain, je suis sûr que demain, il n'écrira pas à M. Rousselet. Il n'écrira plus à M. Rousselet pour prendre Canal+. Il va écrire à M. Raymond Marcelin, à M. Marcel Rudloff, à M. Dubosc, le président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. C'est de toute évidence ça le créneau de M. Hersan. Oh non, la télévision bretonne, basque et occitane, vous savez... Ah, vous n'y croyez pas? Je suis sûr que M. Hersan y croit, moi. Non, pas ça. Alors, moi, je voudrais poser une question à Georges Filiou, quand même, là-dessus. C'est que, bon, il y a eu, par exemple, le démarrage de Europe 1 et tous ces trucs-là. Bon, moi, il y a une anecdote que je voudrais citer à Georges Filiou, parce que je me dis c'est comme ça que ça va se passer sur les télévisions privées qu'on nous prépare. J'avais un bon ami qui travaillait à Europe 1, que Georges Filiou a peut-être connu à cette époque-là, le pauvre a disparu, il s'appelait Jacques Florent. Et à un moment donné, Jacques Florent revient à Europe 1 et il dit au directeur, car c'était un poète, Florent, et il dit « Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas de temps en temps une valse de Chopin ?» Et le directeur, qui est toujours là, lui répond « Oui, pourquoi pas ? Et pourquoi ?» Et je trouve ça terrifiant. Et ils n'ont jamais passé une valse de Chopin entre deux discos, parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils estiment que c'est pas pour leur public. Je ne comprends pas, alors qu'aux États-Unis, c'est un pays de liberté, paraît-il, totale, le libéralisme absolu et sauvage. Or, quand ils ont créé la radio et la télévision, ils ont exigé qu'il y ait au moins 5% de programmes culturels. Bon, c'est pas beaucoup, 5%, mais enfin, dans le pays du libéralisme sauvage, on ne pouvait pas en demander plus. Bon, pourquoi est-ce qu'en France, vous ne pouvez pas avoir une loi qui exigerait au moins que ces radios périphériques qui nous filent de la savonnette à longueur de journée n'aient pas l'obligation de nous donner au moins 10% de programmes culturels? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à au moins 10% de Chopin et de Beethoven sur les radios qui sont contrôlées par l'État? Et pourquoi est-ce que vous n'allez pas faire la même chose? On va créer des télévisions, vous allez leur laisser faire ce qu'ils vont, ils vont nous filer des sous Dallas à tour de bras, et on n'entend pas du tout le gouvernement dire « Attention, on va vous imposer un cahier des charges culturelles pour qu'il y ait quand même un minimum et qu'on ne dégringole pas à un niveau de plus en plus bas dans les médias. » Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas dire ça? D'abord, on l'entend dire, le président de la République lui-même, quand il a annoncé sa décision d'ouvrir un secteur privé à la télévision, de voir dans quelles conditions ça pourrait être fait, a tout de suite pris la précaution d'indiquer que, naturellement, cela posait toute une série de problèmes, dont certains ont été évoqués ici,
et essentiellement celui de notre industrie de programme, de notre capacité créatrice et également la protection de l'industrie du cinéma en France. Car je dois dire que moi je partage toutes les craintes qui ont été exprimées notamment par Française. C'est vrai qu'on n'est pas sur une table rase. Il faut quand même regarder, avant de s'engager dans une direction, regarder ce qui s'est passé autour de nous. Et c'est vrai qu'il y a bien de quoi quand même s'inquiéter. Vous avez raison en ce qui concerne les radios. Et en matière de télévision, c'est encore beaucoup plus grave. Alors moi, je vous dirais que j'attendais un peu que ceux qui portent des projets de télévision nous disent aussi ce qu'ils avaient un peu dans la tête. Car on a beau dire, peut-être il y a 2 milliards, peut-être il y a 3 milliards, mais 3 milliards pour faire quoi? Si c'est en effet pour installer 50 diffuseurs à travers la France qui achètent et diffusent de la pellicule au kilomètre venant de l'extérieur, que ça contribue ou que ça fasse mourir notre industrie de programme et le cinéma français, quel beau résultat. Et puis, on dit, les Français ont envie d'avoir plus de télévision. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a tous voyagé dans des pays où il y a beaucoup de chaînes. Mais si c'est pour passer de Dallas sur la 1 à Dallas sur la 2, à Dallas sur la 3, Dallas sur la 4, simplement en inversant les heures, je ne vois pas ce que, du point de vue de la communication, du point de vue de la liberté de choix du téléspectateur, on a gagné. Bon, alors voilà. Je veux dire que c'est les décisions qui seront arrêtées. Pourquoi, depuis 4 ans maintenant, où vous avez laissé continuer sur les chaînes nationales ce qui avait été instauré par la loi de 74, où on a instauré une concurrence de plus en plus sauvage entre les chaînes, pourquoi est-ce que par exemple il n'y a pas un cahier des charges qui dirait, je fais de l'utopie là peut-être, dire une fois par semaine, les 3 chaînes, pas de concurrence. On va passer un Shakespeare sur l'un, un Molière sur l'autre, et puis un opéra sur la 3e. Rien ne vous empêche de le faire. Les Français seraient intelligents une fois par semaine. C'est pas beaucoup quand même. Au lieu de ça, on a Mireille Mathieu sur l'un, on a Dallas sur l'autre, et on... Non, à 11h du soir, je ne suis plus à 8h30. Non, c'est bien, si on fait ça, ils iront au cinéma. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça, Jean? D'abord, on le fait, on le fait. Oui, c'est imposé. Mais voilà, vous êtes extraordinaire. Vous savez bien... Vous savez bien que les cahiers des charges sont déjà dénoncés par l'ensemble des responsables du service public comme étant trop lourds. Parce que précisément, il y a des dispositions qui concernent le cinéma, la programmation des films, pas le mercredi, pas le vendredi, pas le samedi soir, en soirée, de manière à protéger la fréquentation en salle, à l'industrie du cinéma, qu'il y a en effet un certain nombre d'obligations de toutes sortes de services publics en matière de programmation de spectacles, de théâtre, de ballet, de concerts, etc., etc. Et vous demandez qu'on en rajoute encore plus les obligations qui tiennent à l'harmonisation des programmes, c'est-à-dire pas diffuser le même soir sur les 3 chaînes. Sauvage une fois par semaine. Non, mais pas une fois par semaine, pour un certain nombre d'événements. Alors, ces exigences sont tout de suite dénoncées comme excessives. Au fond, tout le débat que nous avons depuis le début de cette émission se résume à ça. Il y a ceux qui disent on a ouvert la liberté, mais on a mis des limitations qui sont excessives, des contraintes qui sont trop lourdes. Et puis aussitôt, les autres, quand ils sont dans l'autre camp, disent mais faites donc appliquer la loi, mettez des réglementations supplémentaires, imposez des cahiers des charges rigides. Bon, je répète que j'attendais un peu d'en savoir davantage sur les projets qui sont portés par quelques-uns de vos invités, parce qu'en effet, ça c'est intéressant. C'est la seule chose intéressante. Et je dirais que de toutes les manières, en terminant, je dirais que mieux vaut parler comme nous le faisons, quitte à ne pas s'entendre, d'une liberté qui s'ouvre, que de ne pas pouvoir en parler parce que la liberté resterait interdite. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord avec la liberté de l'information? Séguéla, je vous donne 3 exemples de 3 de nos émissions, j'en donnerai pas plus. Tous les vandales qui sont là m'épilleraient. Nous aurons tous les jours un savant qui viendra parler pendant un quart d'heure, au moment où il y aura Colaro, des étoiles. Et des étoiles par rapport aux étoiles de chacun, par rapport à votre destinée, par rapport aux étoiles. Nous aurons le mercredi matin une émission pour les enfants dont l'animateur est déjà choisi il y a 12 ans et qui sera faite uniquement par des enfants de moins de 12 ans, avec ce qui intéresse les enfants de 12 ans. Et d'ailleurs, chacun pourra écrire et venir et participer. Et nous aurons ensuite
notre film, comme tout le monde, du dimanche soir, mais qui sera un film que l'on se choisira soi-même, car on publiera 15 jours à l'avance une liste d'une 50aine de films. Les auditeurs pourront nous téléphoner, les téléspectateurs pourront nous écrire, et nous choisirons le film qui a eu le plus de suffrages que nous passons. Alors, Michel Toulouse, c'est ça le problème. Michel Toulouse, est-ce que vous allez faire quelque chose? Moi, je ne vais pas donner, parce que ça, c'est pas de la vraie production, c'est des gens assis sur une chaise qui viennent raconter quelque chose. Donc la seule chose, je m'engage à ce que sur notre chaîne, il y ait de la production vraiment française, y compris de la fiction, parce qu'on n'est pas fou, on ne va pas diffuser des sous-Dallas. Si on diffuse des sous-Dallas, personne ne nous regarde. C'est pas parce qu'on va nous imposer de la production française, c'est parce que les Français aiment leur production française. Donc on en fera. Et Pierre Crisol, qu'est-ce que vous allez faire? Nous demandons à ce que la dimension télévision du média local, on a le droit de faire de l'information locale en écrit, en radio maintenant, on doit avoir le droit, puisque c'est l'avenir, de faire du local en télévision. C'est ça, il faut que les villes, que les pays engendrent leur propre télévision. Qu'elles aillent acheter les magnifiques productions de M. Ségala ou les magazines de Michel Toulouse. Je ne connais pas les productions de M. Ségala, je sais que les magazines de Michel Toulouse sont bons. On va pouvoir les acheter, mais c'est la maison, la télévision, elle sera dominée par le pays. Ce sera la télévision de l'endroit où on est. Ce sera la télévision de Lille avec Alain Guillot, ce sera la télévision de Rouen, ce sera la télévision de Angers, de Rennes, etc. ou de Bordeaux. Moi, ce que j'aimerais, moi j'ai débuté dans ma jeunesse, une chose qui s'appelait le Club d'essai, qui était dirigé par un merveilleux poète qui était Jean Tardieu, qui ouvrait ses portes à tout le monde, même à un gamin comme moi, j'avais 16 ans, j'ai fait ma première mission à 16 ans. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse des clubs d'essai, qu'on ouvre les portes à des jeunes, qu'on leur laisse faire des émissions avec des bouts de ficelle, comme nous l'avons fait quand nous étions jeunes. D'accord. Et à partir de là, on a trouvé des créateurs, des gens qui ont fait ce métier. Et sans ça, il n'y aura rien, parce qu'il n'y aura pas de créateurs. Pendant 30 ans dans la décentralisation artistique et culturelle, ça a produit les effets que vous dites. Ça s'appelle Jean-Pierre Vincent, ça s'appelle Georges Lavaudan, ça s'appelle Patrice Chéreau. Non, vous parlez dans le théâtre, là, vous parlez pas dans la radio. Je parle dans le théâtre, mais je dis que dans la radio et dans la télé, si on veut bien en effet faire du local, c'est ce qui va se passer. Voilà. Et je compte sur M. Hersan là-dessus, comme je le disais tout à l'heure. Juste à être sûr que les promesses de Ségala seront tenues, qu'on n'est pas encore en train de faire. Il y avait une phrase de Boussinac, je crois qu'elle était de Boussinac, qui parlant de la loi sur les radios privées disait c'est une loi faite par des naïfs pour des malins. Et j'ai peur qu'on soit en train de s'enclencher dans un système qui risque d'être comparable. Je pense qu'il y aura beaucoup de malins. Un mot, Jean-Claude Dauphin, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle que des jeunes, etc. Il y a Marcel Bluval qui se définit comme étant un dinosaure. Oui. Moi, j'ai débuté il y a presque 20 ans avec un dinosaure de l'époque qui s'appelait Marcel Craven, dans une émission qui était écrite par Santelli. C'est les grandes espérances de Dickens. Est-ce que les dinosaures pourront travailler sur les télévisions privées, c'est-à-dire des gens qui ont certainement encore des choses à dire? Est-ce qu'on verra Château-Vallon ou du Sous-Dallas ou Thérèse Imbert? C'est Guélin déjà engagé Bluval pendant que vous parliez. Non, moi je voulais juste voilà. Non pas Bluval, mais vous, mon cher. Oui. Et si vous êtes d'accord, nous partons ensemble. Ah, alors écoutez, on va discuter ça à la sortie. Je n'ai pas de contrat, je suis à la semaine. Et Roger Pradine, c'est pas non plus quelqu'un qui a inventé la télévision. Charles, le dernier mot. S'il vous plaît, juste au départ, quand il y a eu les radios libres, on disait ça va être local et on va parler de beaucoup de choses. On a dit, on allait le faire. Et la programmation, c'est-à-dire le contenu, parce qu'on a parlé d'argent, de combines, de choses comme ça, mais le contenu des radios, c'est effectivement essentiellement anglo-américain. Et quand on voit Canal+, on sait que ce sont des séries achetées, qu'il y a très peu de choses françaises, et que ça se terminera comme ça, et qu'il y aura très peu de choses qui seront françaises, et qu'on sera comme dans beaucoup de pays du monde, on sera complètement annexé au niveau des contenus télévision, comme ça l'est déjà au niveau de la radio FM. C'est pour ça qu'il faut laisser un réseau de télévision autonome et local. C'est vital pour la démocratie en France. Allez, non, c'est terminé. Allez, c'est terminé. Françoise Folléa. Il y a des gens en radio qui continuent à se battre pour l'indépendance, le pluralisme et la création. Je pense qu'à la création locale. Je pense que même si on voit d'une manière très générale que ça n'est pas ce qui fait aujourd'hui aux yeux du public le profil de la radio FM. Je crois qu'il y a des choses qui vont se passer à nouveau parce que c'est un média qui est très jeune et je crois en plus que ces gens-là qui sont des professionnels sur le terrain, qui ont une certaine idée de la communication, eh bien sont des gens, comme disait Malraux à propos de De Gaulle, qui sont invulnérables parce que ce sont des gens de principe dans un monde sans principe. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Merci Françoise Folléa. Et bien là-dessus, nous allons nous séparer et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui s'appellera le modèle scandinave vers 22h. C'est un modèle économique, mais il y aura aussi un modèle suédois sur le plateau pour le plaisir des yeux. Bonsoir à tous et merci.